Salut les canailloux, c'est Junkie Palace. On est aujourd'hui avec Matouné parce que vous savez que quand on prépare des gros épisodes, et c'est mon cas en ce moment, on vous fait des petites vidéos plus courtes, manière de garder un rythme et de vous présenter quand même des choses. Et du coup, comme je prépare un épisode qui est assez gros sur un sujet que je maîtrise, pas forcément, c'est un peu ma kryptonite dans l'animé, en fait, du moins, justement, je vais parler d'animé. Et aujourd'hui, on va se faire ce qu'on avait évoqué dans le Diffin Camp, un top des méchants. Alors, on va pas faire ça directement comme un top, on a choisi une approche un peu différente. Matouné a trouvé un super nom, je te laisse le dire. La Evil List. La liste Evil, la liste des méchants, vous l'avez compris. Et en l'occurrence, donc on a pris 10 catégories qu'on a choisies ensemble, un peu, pas au hasard, mais les premiers trucs qui nous viennent à l'esprit quand on parle de méchants. Et du coup, on va chacun donner un peu un méchant qui nous fait penser à ça. Et pourquoi on l'aime ou au contraire on l'aime pas, parce qu'il y en a certains, moi que j'ai mis par exemple, que j'affectionne pas particulièrement, mais voilà. Ouais. En fait, par rapport, ouais, c'est ça. C'est vraiment, on a pris 10 catégories. Donc oui, des fois on va les adorer, des fois on va les détester, par rapport à ce qu'ils représentent. Et ouais, effectivement, dire pourquoi, s'il y a une scène qui nous a marqué aussi. Enfin, voilà. Donc, mais pourquoi aussi ils sont importants et pourquoi c'est à eux qu'on pense aussi, quoi. Parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'ils sont pas excellents. C'est ça. Bah, ça dépendra du, on verra. On verra la vidéo, alors, mais au fur et à mesure, ça engage que moi, du coup. En fonction de ce qu'on a choisi, ouais, voilà, ça dépendra. Est-ce qu'on entre direct dans le vif du sujet? Et on commence peut-être par le sadique? Bah, écoute, si tu veux. Ok. Après, on peut garder ce qu'on a fait. Ouais, on peut garder l'ordre, mais, bah, vas-y. Tu veux commencer ou je commence? Bah, vas-y, toi, allez. Avec plaisir. Allez. Du coup, avant toute chose, moi, je vais vous expliquer comment j'ai réfléchi ma liste. C'est pas forcément ce qui caractérise ça pour moi, mais indirectement si, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand j'ai pris le thème, je me suis dit, lequel me vient en premier à l'esprit. Et du coup, bah, sur mes 10 réponses, c'est ce que j'ai fait, excepté pour le sadique, parce que pour le sadique, il y en a beaucoup, et que, qu'on le veuille ou non, pour moi, celui-là, c'est ce qui l'incarne le plus. Et en gros, j'ai pensé à Scar dans Le Roi Lion. Pour moi, c'est le personnage le plus sadique, parce que, littéralement, il tue son frère, il torture son neveu en lui faisant croire que c'est à cause de lui que son père est mort, il impose une dictature, il maltraite les gens qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, il maltraite en fait tout un peuple. Bref, c'est un dictateur, mais c'est un dictateur qui, en plus de ça, vraiment l'a fait un peu lâchement, mais de manière sadique, quoi. Vraiment, il fait vivre à Simba un enfer, quoi. Et lâchement, oui et non, parce qu'il a quand même réfléchi son truc. Mais bien sûr. Mais ouais, effectivement, le côté toute torture. On va dire comme un roublard. C'est pas un coup d'état. C'est ça. C'est vraiment, il a réfléchi son truc pour esquiver justement l'affrontement physique avec son frère, qui, comme il le dit, qu'un soir. Il peut pas. Sur le plan de la physique, il a pas été gâté. Et du coup, j'aime pas ce film, comme j'ai déjà évoqué dans mon épisode. Oui, je sais, huez-moi, insultez-moi en commentaire. Je l'explique dans mon épisode. Matt fait tout le temps cette tête quand je le dis. J'explique dans mon épisode, je vous mettrai un petit lien en description. Même si l'épisode est vieillissant, l'idée globale reste la même. J'aime pas spécialement ce film, mais je dois reconnaître que quand même son gros point fort, c'est son méchant. C'est une tête à claque, on a envie de le frapper. Comme souvent les Disney. Mais oui, c'est lui qui apporte tout le côté dramatique, qui apporte mine de rien, même si Simba perd son père, etc. Bah c'est quand même un peu grâce, non, à cause de Scar qu'il devient après ce qu'il devient. Oui, c'est ça. C'est ce qui permet l'évolution du personnage. Effectivement, là, on est sur le schéma Disney. Il accomplit quand même son destin, quoi, c'est ça. Mais après, ouais. Moi, pour ma liste, du coup, vraiment, j'étais assez dans le vif du sujet, c'est-à-dire pour moi, quels étaient les méchants les plus bas par rapport, donc là, sadique. Et en fait, pour le coup, désolé, moi je vais commencer avec 2. Voilà. Il y a que 2 fois sur 10 où il y en a 2. Ah oui, d'accord. Parce que moi, à chaque fois, j'ai fait un choix, ça a été pas évident. Ouais, mais moi, en fait, vraiment, c'est des... Mais je t'en prie, hein. J'ai essayé de départager. D'habitude, c'est moi qui parle à ta place et qui en rajoute alors que c'est pas mon tour, donc, J'ai essayé de départager, mais vraiment sur ces 2 points-là, on va y revenir. Du coup, pour moi, un méchant, principalement, il y a 2 qualités. Effectivement, au cinéma, souvent, il est sadique. On peut accoler le côté manipulateur, mais il y a aussi un côté charismatique. Donc, il a fallu faire un choix quand même, mais ça a été chaud et je pouvais pas départager ces 2-là en sadique. En sadique, vraiment, j'ai 2 méchants qui me viennent et pour le coup,
ils se complètent et ils sont à la fois ils sont différents parce qu'il y en a un qui est réel, qui a vraiment existé, et il y en a un autre qui lui est totalement fictif malgré le contexte réel, et c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément qui dit Seconde Guerre mondiale dit nazi, et du coup j'ai pas su me départager entre deux méchants. Ça a été donc le côté fictif, Hans Landa d'Inglourious Basterds, avec cette scène d'intro que tout le monde connaît, tout le monde a vu, qui est juste follement incroyable. Le mec est vraiment voilà, emblématique, c'est le mot, merci. Le mec vraiment il est incroyable, il débarque et tout, il boit son petit verre de lait tranquille, ouais, je viens faire mon travail, voilà, il arrive comme un électricien EDF qui vient relever le compteur. Voilà, il arrive comme ça, et après le mec il fait tout l'étalage de ses compétences. Ouais, désolé pour la métaphore, hein, mais c'est ça. Je m'y attendais pas. il fait ça vraiment. Il étale en fait tout son savoir-faire horrible, du coup macabre, en mode le mec parle français, et en fait il parle aussi allemand du coup, mais il parle anglais. Il connaît tout sur tout le monde. Il est au courant de tout ce qui se passe, et on peut pas lui faire à l'envers. Et après, le gars, il fait son truc horrible, et derrière, hey, au revoir, on se reverra plus tard, bisous. C'est comme mamie qui, vas-y, tu renvoies un message quand tu rentres après le repas, quoi. Et vraiment, c'est horrible. Vraiment, c'est terrible. Oui, mes métaphores vont être piquées au sol, je préviens. Je vais jamais tenir tout un épisode de ça. Voilà. Et du coup, son homologue un peu plus réel, Amon Götz, de la liste de Schindler, et vraiment cette scène avec, voilà, où on le découvre, c'est vraiment un gestionnaire de camp. Ouais. Le mec est né et fait pour ça. Il a vraiment été lessivé à faire ça. Et Oscar Schindler essaye de lui apprendre le pardon, etc., en lui disant que ça, c'est le véritable pouvoir. Et cette scène où son gamin, son aide de camp juif, en fait, qui essaye de rattraper cette baignoire qui est archi crade, il n'y arrive pas, ça fait des heures qu'il est dessus. Amon Götz va pour le punir et en fait lui dit non, je te pardonne, et puis au final, un coup de fusil plus tard, deux coups de fusil plus tard, et puis le troisième, on voit pas le gamin marcher, mais il est au sol et il est mort tout simplement, parce que le mec aime le matin se lever, prendre son fusil et tirer sur 2-3 personnes parce qu'il les déteste. Ça place la barre là, côté sadique. Donc vraiment c'était difficile de choisir entre les deux, mais je pense ils représentent bien le truc, et c'est une bonne introduction pour le reste du classement. Je t'avoue que quand on avait évoqué le sujet, c'est un des films que je t'avais évoqué moi, où je te disais, tu vois, il y a des noms qui me viennent en tête et ça en faisait partie. C'est le deuxième avec lequel j'avais hésité. Je t'ai dit que j'ai fait des choix, c'est le deuxième que j'avais hésité pour celui-là. Et je me doutais que t'en parlerais, donc t'en parlerais forcément mieux que moi. C'est fait quand même partie, si je dis pas de bêtises, des films que t'affectionnes quand même particulièrement. Oui. Et du coup, je me suis dit que t'en parlerais mieux que moi. Effectivement, pour moi, c'est effectivement, si on enlève le côté animation, Oscar, du coup, a pris le dessus parce que il m'a traumatisé, gamin, on va être honnête, hein. La liste de Schindler, clairement, c'est un numéro 2, mais qui est dans ma liste, qui n'a pas à rougir, tu vois. Il serait moi, je l'aurais mis numéro 1, je pense que c'était pareil, tu vois. C'est ça. Après, en vrai, les deux se valent sur un certain aspect, parce on voit quand même leur faiblesse. Alors, Amon Götz se fait vraiment piéger, entre guillemets, par Oscar Schindler, qui arrive à lui soutirer des juifs pour les protéger. Et du coup, voilà, lui, il a juste l'appât du gain. Ouais. Que Scar, par exemple, ouais, voilà, il fait tout son truc et tout. Mais après, une fois qu'il est roi, il est chiant, quoi. Ah oui, non, mais par contre, ça fait partie des trucs qui fait que j'aime pas le Roi Lion. Il y a une baisse de rythme, baisse de rythme du côté du méchant. Là, sur la liste de Schindler, il n'y a pas une baisse de rythme du côté du méchant, mais du coup, le filon, la faiblesse est exploitée jusqu'au bout par Schindler sur Amon Götz. Ouais. Voilà. Après, voilà, c'est pas le même public cible, c'est pas le même, voilà. Donc, du coup, mais comme je dis, il y a peut-être le côté affect aussi, et puis, dans le cinéma, c'est un truc que je répète beaucoup dans mes épisodes, mais l'affect, les émotions que ça nous procure sont très subjectives. Moi, il y a des films que j'ai kiffé où des gens me disent, mais non, mais tu peux pas, tu vois. Et il y a des trucs où j'aime pas, tu vois, genre Le Roi Lion fait partie, et tout le monde me dit, mais non, mais c'est pas possible. Genre, limite, tu dis ça pour pas faire comme tout le monde. Bah non, les gars, juste, j'ai pas aimé, et puis, je reconnais que c'est un super film, juste, moi, ça me parle pas, quoi. Mais par contre, effectivement, là, oui, la liste de Schindler, on est sur quelque chose, justement, comme tu évoques, qui est réaliste, et sauf cas très particulier
voilà, normalement on est censé détester ce méchant-là, quoi. Et Ouais, bah oui. le côté subjectif est beaucoup moins présent, ce qui rend le méchant d'autant plus lié au le fameux inspiré de faits réels, qui rend le truc encore plus glaçant, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et puis, non, moi, il y a un truc, en fait, qui fait que Amon Gut me dérange beaucoup. C'est que vraiment, t'es en mode, bah, tu vois qu'il est complètement lessivé, le type, en fait. Ouais. Et t'as l'impression, par moments, c'est un gosse qui est perdu au milieu de tout ça. Ouais. Et qui revient à la raison en mode, attends, moi, je suis à mon poste, moi, je fais ça, je vais me le rappeler. Et boum, 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 boum. T'es en mode, waouh, c'est un flip total, quoi. Je vais être honnête avec les gens, parce que du coup, ils savent très bien qu'il y a un montage derrière et que c'est moi qui fais le montage. On est déjà à 11 minutes de rush, donc j'enchaîne rapidement parce qu'on va divaguer à chaque truc et je vais détester au montage. Oui. C'est pas grave, ça fera un épisode d'1 heure, vous mettrez ça dans la voiture, parce que ça. voilà. Vous la mettez sur le Bluetooth, vous regardez pas les images, restez concentrés sur la route. Oui, y a pas besoin. Évidemment, je couperai ça. Ouais. Et en pratique, je rebondis juste sur le truc du gosse. Je pense que fondamentalement c'est un truc qu'on va retrouver, en tout cas moi je l'ai dans au moins un ou deux personnages dans ma liste, ce côté justement le gosse un peu perdu. C'est un truc je trouve qu'on retrouve souvent, le méchant qui en fait au bout d'un moment il se laisse dépasser par le rôle qu'il a, et au final à un moment c'est juste un gamin perdu qui soit enchaîne les mauvais choix, soit s'embourbe dans le truc parce que il a connu que ça, quoi. C'est ça. Bah après là on divague parce que c'est un truc important. Je pense qu'il y en a 2-3, on va aller, ça va être rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon. Voilà. Passe au prochain. Passe au prochain, c'est toi qui nous fais la liste, tu t'en rappelles? Le Cupid. Donc après Cupid, attention, pas forcément de la tunasse. Moi pour le coup, je suis vraiment resté sur la tunasse. Pareil. Et j'ai fait mon escroc, voilà. Et du coup, je pense que Gil Mars dans Small Soldiers est un parfait méchant Cupid. Un escroc. Bah, oui, un escroc. Mais je suis désolé, le mec. Non mais le mec est vraiment horrible. Il s'en bat les couilles. Il a créé un truc. Enfin, il a fait créer quelque chose pour faire plus de tunas parce que il a jamais assez de tunas. Le mec a fait créer un truc immonde qui a failli détruire des villes entières, un pays entier, qui a failli faire crever des gamins. Et à la fin, le mec, au lieu de se dire, même si c'est cliché en mode, ouais bon, on va peut-être les ranger au placard et puis tout cramer, c'est sympa. Non, on va les vendre parce que, il y a des terroristes, ils seront contents d'avoir ça et puis nous, on aura plein d'argent. Oui. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus simple. Voilà, pour ça j'ai dit, il y a certains méchants, on va aller vite. Moi, c'est très simple, Gil Mars. Voilà. Moi, je t'avoue qu'il y a le premier qui m'est venu à l'esprit en Cupid. C'est un qui, du coup, faisait doublon avec un autre film. Donc, je l'avais mis, puis je me suis dit, on verra parce que, avec un autre film, avec une autre catégorie, du coup, le même film. Et du coup, je me suis dit, bon, on va voir, etc. Et en fait, Cupid, j'avais un peu du mal à me venir à l'esprit. J'avais beaucoup d'avides de pouvoir, mais pas forcément de Cupid au sens pécunier. J'essayais de trouver un truc pécunier. Et en fait, je l'avais laissé vide et je me suis dit, ça me viendra à l'esprit en tournant. Et hier soir, en m'allongeant dans le lit, m'a fait genre un effet flash, genre, mais t'es un abruti, Flo. Prince Jean dans Robin des Bois. C'est sa seule caractéristique. Oui. Il est cupide. Point. Et en fait, il est cupide. Et en fait, je suis pas forcément fan de Robin des Bois parce que je pense que je l'ai vu jeune, etc. Que j'ai. Et puis, il est pas tout jeune le film. Il est pas tout jeune aussi. Puis il y a vraiment un côté genre les méchants sont débiles. Et t'as du mal à accrocher au héros si son opposant il est tout pourri. Et mais du coup vraiment c'est le truc et gamin, je sais juste que j'étais en mode mais pourquoi il veut autant d'argent s'il en fait rien? Parce que concrètement en plus il en fait rien. C'est-à-dire que pour moi un méchant cupide il faut qu'il explique un peu ce qu'il va en faire, soit derrière ça lui procure du pouvoir, soit il veut racheter, j'en sais rien moi, le bâtiment qui a été construit sur la maison de son enfance, j'en sais rien, je prends des exemples à la con. Là, lui, c'est juste avoir de l'argent pour avoir de l'argent. C'est un peu dommage. Mais à la fois, il incarne bien le personnage du Cupide, qui souvent, au final, n'est jamais rassasié. Le mec, il roule dans l'or, il voit tout le monde crever, etc., qui fait qu'il roulera peut-être moins dans l'or, ou j'en sais rien. Il a besoin de rien et tout, mais pourtant, il en a toujours besoin de plus. Et au final, c'est vraiment pour moi le personnage Cupide par excellence, parce que
littéralement, il se roule dans l'or. Un Wendigo de la thune. C'est ça. C'est exactement ça. Wendigo de la thune. Il en veut tout le temps, il en a tout le temps à marre, mais il en veut encore plus. C'est ça. C'est, ok. Ah non, franchement, j'aurais pas pensé de prendre le genre, tu vois, vraiment. Je t'ai dit, il va y avoir des trucs étonnants dans cette liste. Moi, pourtant, j'ai un méchant qui est sur un très vieux film, Mais Prince Jean, tu l'avais pas vu. Mais Prince Jean, non, j'avais pas trop pensé, j'avoue. Le méchant incompris, ou en tout cas méchant malgré lui, voilà. Celui où tu peux comprendre putain pourquoi il est méchant, ou en tout cas ses intentions derrière sont pas si mauvaises. Si, j'en ai un, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Tu commences ou je commence? Vas-y. Alors, moi j'ai pensé, est-ce que tu as vu la série Wakfu? Il y a longtemps. Ok. Ça s'en est très longtemps. La série Wakfu, pour résumer globalement, parce qu'il faut que je place un peu dans le contexte du monde, il y a deux peuples qui sont intimement liés, qui sont en fait les deux peuples les plus puissants de cette planète. Les héliatropes, qui sont des espèces d'humains qui peuvent plus ou moins se téléporter dans l'espace et lancer des rayons laser. Et les dragons. Et c'est vraiment, eux, ils concentrent genre la majorité du pouvoir du monde. Et notamment, quand ils meurent tous les deux, en fait, ils sont plus ou moins immortels. Quand les deux sont morts, ils se réincarnent dans l'œuf et ils rééclosent, ils redeviennent bébés, etc., etc. Donc, c'est pour ça que Dofus, le jeu, etc., les Dofus, donc les œufs de ces trucs-là, sont l'incarnation du pouvoir. Ok. Pourquoi je suis obligé de faire ce background-là? Parce que le personnage, pour moi, que je comprends en tant que méchant, c'est Nox. Nox, c'est un Xelor qui, en fait, veut s'accaparer le Wakfu, donc l'énergie magique du monde. Et en fait, il utilise une technologie héliatrope, comme je dis, c'est un des pays les plus puissants et les plus anciens, donc leur technologie est bien plus avancée. Ils ont un cube qui est capable de stocker le Wakfu. Donc, ils cherchent à récupérer l'énergie magique un peu partout, la stocker dedans pour avoir une énorme puissance. Et il la veut pas pour dominer, pour se faire de l'argent, pour être sadique. Il la veut parce que, même si c'est pas expliqué dans le film, on comprend que c'est un peu sa faute. Il a perdu sa femme et ses enfants. Et il veut, le pouvoir des Xelor, c'est de remonter le temps. Donc, il veut avoir énormément de magie pour remonter le temps, pour retrouver sa femme et ses enfants. Et pourquoi je le comprends et à la fois c'est un peu méchant malgré lui, c'est que oui, il fait des horreurs, hein. Il est prêt à décimer un peuple, ruiner la planète et tout, mais s'il remonte le temps, tout le mal qu'il aura fait, il n'aura pas existé. Techniquement, oui. Donc du coup, lui, dans l'opération, il aura fait beaucoup de mal, mais temporairement, toute la douleur et tout qui aura été faite, elle sera annulée, en quelque sorte, et lui, il aura retrouvé sa famille. Et je le comprends, je me dis, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une famille, voilà. Si je les perds, qu'est-ce que je serais pas prêt à faire pour les récupérer? Je sais pas. Donc je le comprends tellement. Voilà, je le comprends pour ça. Et du coup, un peu méchant malgré lui, parce que son objectif c'est pas de faire du mal. Son objectif c'est d'arrêter sa souffrance à lui. Ouais, c'est égoïste certes, mais au final, enfin même s'il arrive au bout de son truc, finalement c'est pas si grave. C'est ça. Ok, franchement ouais. Mais du coup, faudrait que je revoie. Mais effectivement, c'est une série que j'aime beaucoup. Pas prise de tête, c'est pas. C'est vrai que c'est un excellent. Je les mettrai pas dans les meilleures séries ever, hein, mais franchement, de temps en temps, je me mets ça en fond quand tu vois, je suis en train de geeker ou de cuisiner ou voilà. Et ça se regarde tout seul. Et il y a plein de personnages hyper attachants, donc voilà. Ok, pas mal. Ah franchement, ouais, c'est cool. Ok, moi j'ai vraiment un méchant malgré lui. Et quand je dis méchant, le problème c'est qu'en plus c'est le héros de l'histoire. Ok. Enfin, le héros, le protagoniste, celui qu'on suit. Mais j'ai pensé à Michael Corleone, le fils du parrain. Parce que techniquement, un parrain, c'est quoi? C'est un parrain de la criminalité. Et du coup, Marlon Brando qui joue Vito Corleone, donc le parrain dans le premier volet. Bon, bref, au fur et à mesure de l'histoire, voilà, on voit toutes les guéguerres qu'il y a entre les différentes familles, etc. Mm-hmm. Et bon, il finit par mourir, et c'est Michael qui vient reprendre le truc. Ouais. Sauf que dans le premier parrain, Michael, en fait, fait en sorte de ne pas rentrer dans les affaires familiales, et il se barre loin. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le parrain, mais oui, j'ai les grandes lignes. Voilà. Et à la fin du premier parrain, c'est lui qui devient, du coup, qui reprend la chaise de parrain, parce que Sonny s'est reprend l'affaire familiale. C'est ça. Sonny s'est fait tuer, Fredo, il s'est barré. Ouais. Pour essayer de faire son bise sur le dos de la famille, enfin bref. Voilà. Et dans le 2, vraiment, dans la suite du parrain, tu vois toutes les tendues
de Michael qui est vraiment en mode ok, la famille c'est cool et tout, moi je veux pas trop rentrer dans les affaires. Et dans le 2, il arrive, il est en mode ok, vous avez voulu me faire rentrer dans les affaires, maintenant ça va être mes règles. Oui. Et vous les respectiez ou pas, je vais vous traiter comme n'importe qui, et il en a plus rien à foutre, quoi. Ouais. Vraiment, il s'en branle royalement et encore plus après quand sa mère décède et qu'il apprend que Fredo a essayé de le tuer. Ouais. Et vraiment. Vous m'avez obligé à être méchant. C'est ça. Et Michael Corleone, vraiment, t'es en mode, bah ouais, c'est un méchant en fait. Ça reste un criminel. Bah oui. Ça reste un putain de criminel. Et du coup, mais t'es en mode. Tu fais à sa place, quoi. C'est ça. Et en fait, t'es en mode, bah, ok, le mec a tout tenté pour ne pas rentrer dedans. Au final, il a pas eu le choix parce que on l'y a forcé. Il a perdu sa femme parce qu'il a, avant de se remarier dans le deuxième, etc. Il s'était déjà marié en Sicile. Et bah voilà, il s'est fait trahir par par un de ses hommes de main. Bref, sa femme est morte dans la bagnole et tout, et là il est en mode, à ce moment-là il revient en fait, il est en mode bon bah vous voulez jouer, y a pas de problème, je vais reprendre le truc, par contre vous allez tous claquer. Et effectivement, fin du parrain, il fait claquer tous les adversaires de la famille, et en fait le parrain 2, bah ses adversaires sont dans la famille, donc il rebelote, il refait le truc, mais là c'est vraiment la famille alors qu'il était très attaché, il est même parti à l'armée, il revient de l'armée au début du premier volet. Vraiment, le mec ne voulait pas rentrer dedans, quoi. Et au final, bah, le destin a dit, bah, c'est toi. Ouais, mais je veux pas. C'est toi. Bon, bah, tant pis. Et vraiment, il est vraiment méchant malgré lui, quoi. Et bon, après, toute la prestance d'Al Pacino dans le rôle, ça y fait, quoi. Bien sûr. Mais voilà. Ça m'évoque deux réactions. La première, c'est à vous de nous dire si ça vous tente. Clairement, moi, tu vois, c'est un sujet où j'ai pris Nox, mais j'en ai plein qui me sont venus à l'esprit. Nox, c'est vraiment celui qui est venu instant. Vraiment, c'est celui qui m'a mis la croix de baffe en mode tiens, c'est celui-là. Mais je me dis que vraiment, vous me dites sur les petites vidéos courtes comme ça, est-ce que où on se concentre vraiment sur les méchants malgré eux, sur lesquels en fait ceux pour qui on a de l'empathie, est-ce que ça pourrait vous tenter? Où vraiment on se concentre là-dessus, moins vaste que celui-là, vraiment un truc plus concentré. Vous nous dites dans les commentaires. Il y a beaucoup de méchants malgré eux. Je trouve qu'il y a beaucoup de délire paternel. Là, je viens de penser au prince Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air, par exemple. Là, aussi. Oui. Il y en a tellement, quoi. Il y en a tellement. Mais il est pas méchant très longtemps. Non, il est méchant Zuko est pas méchant dans très la première longtemps. saison, on va dire. C'est ça. Mais voilà, ouais, mais. D'ailleurs, Avatar, je pense qu'à un moment, j'en parlerai aussi. Vraiment, t'es vraiment en mode, bah, c'est beaucoup, en fait, le lien avec le père, quoi, qui joue dedans. Carrément. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que ça me tente très bien les méchants malgré. Avatar, je pense que j'en ferai un épisode. Et surtout, faut dire le dernier maître de l'air. Oui, Avatar, le dernier maître de l'air. Parce que c'est pas la même chose. Oui, carrément. Et, on va avoir James Cameron sur le doigt. Et, l'échec du live action. Ah oui. Ah, ça a été un échec. Donc, voilà. Alors là, moi, j'ai pris un méchant qui est vraiment, je suis parti naze en mode cliché. Vraiment, cliché du, je suis méchant. Voilà. Et en fait... Acteur sur 20. Oui. Je suis méchant. Non, vraiment, parce que bon, les méchants naze, il y en a plein. On aurait pu prendre des trucs de série B et tout. Mais non, vu que j'ai parlé d'un Spielberg un peu avant avec la liste de Schindler, je me suis dit, tiens, je vais reprendre Spielberg pour montrer à quel point on peut être un grand réalisateur, faire de super trucs, et à côté proposer de super films, mais des fois avoir des personnages pourris. Et j'ai pensé à Nolan Sorrento dans Ready Player One. Nolan Sorrento, c'est un mec, il est arrivé, il a bossé il a bossé pour James Hallyday en tant que stagiaire, mais il lui préparait juste son café. Et voilà, c'est ça. Et le mec est du coup relativement cupide parce qu'il est en mode en fait, ce serait bien qu'on fasse des comptes payants pour les joueurs et machin, nanana et tout. Et James Hallyday est en mode j'aime les pommes. Et du coup, et vraiment il est comme ça avec lui, tu vois. Donc Sorrento nourrit une haine profonde nourrit une haine profonde pour Hallyday, tu vois. Et bref, il crée son entreprise, etc. Et du coup, tout le monde après arrive dans le monde de Ready Player One, voilà, tout le monde joue en virtuel et tout. Et du coup, l'entreprise de Sorrento propose des accessoires, des machins et tout. Et en fait, c'est clairement c'est ça. Mais le type est d'une inutilité totale. Il s'en branle clairement royalement de ses clients. Et en fait, il est en mode ouais, t'as vu, moi j'aime bien tout ça et tout. Non, mec, tu connais rien à rien, tu cites des références et tout. Et à la fois, il est nul parce qu'il est hyper cliché. C'est je suis chef d'une grosse entreprise, je suis méchant, il y a rien qui m'atteindra. Et à la fois, t'es en mode ouais, ça représente quand même pas mal ce que les grosses entreprises
peuvent est véhiculé aujourd'hui dans notre monde à nous. Ouais. Mais vraiment, ça reste hyper cliché, quoi. Il y a zéro subtilité. Le mec, c'est juste, bah, j'aime la thune, j'aime pas les gens, je vais les plumer. Ouais. Relou, Spielberg, t'as fait mieux, frérot, tu vois. Et vraiment, c'est un méchant que j'aime pas particulièrement pour plein de raisons. L'acteur, en l'occurrence, moi, il me laisse toujours en mode, ouais, je suis pas archi fan du gars. Ouais, bon, il est là, quoi. C'est ça. Il a déjà fait le coup, il jouait il jouait déjà un méchant dans Exodus, Gods and Kings de Ridley Scott, pareil. Oh là là, bah, c'est revisite de l'histoire de Moïse. Ok. Et genre vraiment il joue un mec, bah voilà, j'ai plein d'esclaves, j'ai une méga baraque, j'ai toujours de la bouffe et tout, parce que je vole les caisses de l'État. Et en fait le mec arrive, oh là là, mais attends, mais Moïse, tu vas pas faire ça et tout. Bah si, en fait je vais aller te dénoncer au pharaon. Au final pharaon meurt, l'autre revient, en fait Moïse il est juif. Ah bon bah casse-toi. Ok, subtilité zéro. Et en fait à chaque fois cet acteur là, genre je sais que s'il est dans un film, l'écriture sera naze. Ok. L'écriture sera naze. Ok, alors, pour les nazes, d'abord, parce que t'as évoqué un truc là qui est pas intéressant, parce que, bon, j'ai utilisé le terme, mais j'ai un peu l'impression que c'est ce que t'évoquais. Ouais. En l'occurrence, le larbin. À la base, je pensais à ça, tu vois, en méchant naze. Au final, le premier qui m'est venu à l'esprit, je te l'ai évoqué d'ailleurs direct quand on a évoqué ces trucs-là, ouais. C'est Voldemort. Oui. Et je vais faire un tir groupé, parce que je vais le dire pour Voldemort, mais tu peux mettre en tir groupé pour la même raison, Sauron. En fait, même si Sauron c'est un peu différent dans le sens où il a un vrai impact, il a une influence psychologique sur psychologique du moins, une emprise sur tout un peuple et tout, c'est un peu différent, voilà. Et physiquement, il se matérialise pas. Mais je veux dire, Voldemort, concrètement, ok, il fait peur à ses larbins. Ok, il est leader d'une idéologie, etc. Donc, on pourrait dire qu'il est puissant. Ok, il est considéré par tout le monde comme le sorcier le plus puissant de tous les temps, avec Dumbledore, si tu veux. Mais, concrètement, dans les 8 films, il fait 3 combats, 2 matchs nuls, un contre Dumbledore, où certes, il y a fuite, il y a complexité, il y a tout ça. C'est un match nul contestable, mais voilà. Ouais, mais un match nul avec panache. Je trouve que c'est un match nul. Ouais, c'est un match nul avec panache, mais c'est censé être ton gars le plus puissant. Voilà. Contre Harry, il y a le phénomène des baguettes et tout. C'est toujours justifié, c'est pas le problème. Mais t'as le phénomène des baguettes. On est à nouveau sur un match nul. Il ne gagne pas concrètement. Pourquoi je dis match nul? Dans le sens où il gagne pas. Il domine, mais il gagne pas. Et à la fin, il perd contre Harry, puisque fin du film, les gentils ont gagné. Waouh, c'est super, on baise, on fait des gamins, on va à Poudlard. Bon, voilà. Donc 3 combats, 0 victoire. Concrètement, le reste du temps, il est assis dans son canapé, à se branler la bite, avec Nagini qui l'aide un peu. Ouais. Bellatrix Lestrange qui prend le rôle du personnage sadique et un peu leader. Lucius qui prend le rôle un peu du lâche en mode oh oui mais oh non mais c'est pas ma faute, oh là là. Peter Pettigrew qui est juste le lâche sournois. Ouais, mais qui est en fait juste le personnage soumis par la peur. Voilà, donc qui au final c'est celui qui s'investit le plus, mais bah, il est incapable à côté de ça parce qu'il a peur de tout le monde. Il a peur de Voldemort, mais il a peur de tout le monde. Il a peur d'Harry, il a peur de Ron, il a peur de Dobby, il a peur d'un rat, il a peur de tout. Donc au final, il est assis et il envoie son équipe de bras cassés parce qu'ils sont quand même quasiment tout le temps pétés la gueule. Et il est là. Et clairement, c'est le type de méchant que je déteste. C'est-à-dire que le méchant puissant qui attend et qui envoie ses larbins, c'est un truc qui arrive souvent. Mais normalement, quand il débarque, il pose ses grosses couches sur la table et il fait « Je vous baisse tous !» Et ils sont obligés de s'y mettre à 10 pour le battre. Là, bah, il débarque, il est débile, il amène un des trucs qui lui permet de survivre avec lui en mode « Mais comme ça, si vous me tuez ma vie supplémentaire. » Avec Nagini qui se fait couper la tête, t'es un débile profond. Et au final, il débarque et en 2 minutes chrono, il est mort. Wesh. J'avoue que Et Sauron, c'est un peu la même. Ouais. Il apparaît jamais. Il se combat jamais et on balance un anneau dans le truc, il a disparu. Bah, ouais, mais Sauron, par rapport à Voldemort, déjà, Voldemort, j'ai tiqué sur un truc, la seule fois où il gagne vraiment, il est même pas dans le film. Tu penses à quel moment? Le Prince de Sang-Mêlé. Ah oui. La seule fois où il gagne réellement, où son plan arrive vraiment à exécution, il est même pas dedans. Oui. Il est même pas dedans, mais je suis d'accord, effectivement, et en fait,
Voldemort, par rapport à Sauron, tu vois, je trouve qu'il est beaucoup plus claqué. Oui. Parce que en fait, c'est pour ça que j'ai dit regroupé, mais que j'ai parlé plus de Voldemort. Parce que genre, par exemple, si tu prends Sauron, effectivement, il se matérialise pas et tout, c'est juste un gros œil, ou alors t'as l'esprit de l'anneau, ou alors des neuf cavaliers. Ouais, bien sûr. Mais, genre, par exemple, les orques sous l'ordre de Sauron, déjà, ils sont beaucoup plus nombreux que les Mange-Morts. Oui. Les orques ils se cachent pas. De Sauron, ils se cachent pas, et surtout, bah, en fait, les orques ont pas foncièrement peur de Sauron. Mais par contre, ils ont peur du gros général, de l'inspecteur de l'armée, des Nazgûl, ils ont peur, ils ont peur de plusieurs choses comme ça. Oui. Ils ont peur de plusieurs choses comme ça. Parce qu'ils savent qu'à un empire. C'est ça, à tout instant, ça peut tacler, et c'est pas forcément les ordres de Sauron, c'est pas parce que lui va te manipuler, machin, bidule chouette. Et vraiment, eux, ils font ça en mode, nous tuer humains parce que nous, plus forts qu'humains, et parce que nous, pas avoir une autre heure de gloire. Ok. Mais vraiment, c'est vrai que Voldemort, bah effectivement, à part le super combat qu'il y a eu contre Dumbledore, dans le 6, il apparaît pas. C'est la seule fois où il gagne vraiment. Et le mec, au final, comme tu dis, enfin, il sait que le gamin, il va aller chercher le truc qui fait qu'il est immortel. Frérot, Nagini, c'est un Horcrux. Pourquoi juste tu fais pas en mode, hey, bah je vais me cacher, je vais me refaire une armée de fous, et je vais revenir vous péter la gueule. Voilà, et en fait, c'est une décision de choix illogique, et effectivement, les seules fois où tu le vois méchant, les seules fois où tu le vois vraiment méchant, c'est qu'à travers ses lardons. Oui. Lui, foncièrement, bah, il débarque, t'es en mode, ouh là là, attention. Effectivement, ouais, Bellatrix, bah, elle, quand il apparaît dans le 5, elle rigole, bon, parce qu'elle est complètement ch'tarde. Lucius, il se chie dessus, le petit gros, il se chie. est incroyable, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, même Rogue. Punaise, même Rogue, il se chie dessus. Oui. On va être franc, il se chie dessus, mais lui, plus peut-être par la peur de se faire gauler. Oui, c'est un agent double. Normal, plus par la peur de se faire gauler, mais c'est vrai que, Voldemort, vraiment, il est un peu claqué au sol, quoi. Il est un peu claqué au sol, en tant que, individu tout seul. Bah, waouh, quel magicien incroyable. J'ai beau apprécier, en dehors de l'idéologie qu'elle véhicule, Harry Potter en soi, parce que ça a quand même bercé mon adolescence, dès le départ, c'est débile. Voldemort, il est au courant que telle personne mettra fin à son projet, il dit, ok, je vais me jeter dans la gueule du loup et aller tenter de les tuer. Mais, voilà, le truc, il lui explose à la gueule, il meurt, il est dans une demi-vie, il revient, tu t'es fait avoir une fois, tu dis, je vais recommencer. Mais c'est débile. Oui. C'est vraiment... Je vais recommencer plein de fois. C'est vraiment, je suis désolé, je caricature, mais c'est le gamin qui met les doigts dans la prise, qui prend le jeu et qui se dit, oh, je vais recommencer. Ouais, c'est ça, Sauf que le gamin, il a une excuse, il comprend pas. Oui. C'est ça. Enfin, c'est ça que Voldemort, il a plusieurs décennies dans la tronche, quoi. C'est ça. Mais ouais, franchement, il est pas, c'est vrai qu'il est assez claqué, là. Alors, j'ai perdu son nom, donc je le mettrai au montage si je le retrouve, parce que je viens de finir la série il y a une semaine, mais en attendant, j'ai maté celle du prochain épisode, celui qui nous prend du temps, d'où le fait de cette vidéo. Mais l'apprenti du père de Soma dans Food War. Alors, pour vous placer un peu dans le contexte, Food War est un shonen sur la nourriture. En gros, c'est un gamin son père tenait un restaurant de quartier, et son père lui dit, au moment où il finit le collège, ben en fait, on va fermer le restaurant parce que moi je repars dans ce que je faisais avant que tu naisses, dans le monde entier pour découvrir de la cuisine. Donc toi, tu vas aller dans une école de cuisine. Et en fait, il lui donne aucune info de plus. Et en fait, il s'avère que c'est l'école de l'élite de la cuisine du Japon. Et en fait, vraiment, on est sur les trucs, il y a le fameux palais divin, la meuf, elle est capable de reconnaître tous les goûts, etc., etc. Il y a vraiment du prestige, quoi. Et bon, petit à petit, sur un concours d'année en année, etc., il se retrouve à prendre la place du premier siège du conseil de l'école. Donc, en gros, c'est le meilleur élève de l'école. Il est presque aussi puissant, voire plus puissant que les enseignants et le doyen de l'école. Le conseil de l'école, c'est vraiment la puissance de l'école. Ok. Donc, il finit par prendre le premier siège, etc. Bon, moi, je m'attendais à ce que la série finisse là. Ils ont fait une saison supplémentaire qui est pas si mal. L'idée aurait pu être cool. En gros, l'école, tout ce qu'il a connu, c'est la cuisine, on va dire, traditionnelle, gastronomique, ce que monsieur tout le monde connaît. Et en fait, il existe ce qu'ils appelaient une cuisine de l'ombre. En fait, c'est les grands cuistots, etc., qui bossent pour la pègre, pour, voilà. En gros, pour,
on revient sur Al Pacino tout à l'heure, pour la famille, Ouais. pour voilà, etc. Et donc du coup, bah eux, il y a plein de choses qui seraient mal vues dans la cuisine parce que c'est pas des outils traditionnels, c'est pas classique, c'est pas tout ça. Il faut savoir inventer, créer de nouvelles recettes, mais il faut pas trop déborder des classiques. Et du coup, bah eux, ils se permettent des choses un peu insolites. Genre, il y en a un, il utilise des espèces de seringues pour injecter ou retirer des trucs d'aliments, etc. Vraiment, on est presque un peu sur des savants fous de la cuisine. Ouais. Ça aurait pu être cool, ce côté-là, des techniques improbables. Il y en a une qui cuisine à la tronçonneuse, wesh. Et ça aurait pu être super cool. Et en fait, c'est assez cool. Et donc, leur chef à eux, c'est un personnage. J'ai perdu son nom, promis, je vous le mettrai. Et en fait, on apprend que c'est l'apprenti du père de Soma. Le père de Soma, ça a toujours été... il était numéro 2 au conseil, il aurait largement pu être numéro 1. Et en fait, à un moment, il a dit « Je vous baisse tous, je me casse ». Et il est parti faire le tour du monde et il a monté son petit resto parce que c'était un génie, c'était le meilleur. Genre, il battait tout le monde en cuisine. Mais son problème, c'est qu'à un moment, ça lui mettait la pression, ça lui mettait tout ça. Et en fait, on dévalorisait son travail parce que pour eux, c'était genre inné. Il est trop fort. Ouais, mais derrière, vous voyez pas les heures qu'il y passe, l'acharnement, l'amour qu'il y met. Vous voyez pas tout son investissement. Pour eux, c'est juste, bah, t'es fort. Voilà. Et donc, du coup, il a fini par craquer à cause de ça. Et en fait, il est tombé sur un gamin qui aimait autant la cuisine que lui. Et à un moment, bah, le gamin lui a plus ou moins demandé d'être son apprenti et il l'a formé. Et sauf que, le père de Soma, avec sa compagne avant, a eu un gamin, donc Soma. Et donc, du coup, il lui a dit, je retourne dans mon pays, je vais me sédentariser, etc. Et donc, voilà, je t'ai mis dans je sais plus quel truc. Il l'abandonne pas, mais en gros, il lui dit, moi, je peux plus m'occuper de toi. Et en fait, le gamin voit ça vraiment comme un abandon, une trahison, et il s'est promis de battre le père de Soma. Et en fait, dès le début de la 5e saison, il encule le père de Soma, mais il lui met une raclée. Ouais. Genre un truc, c'est net, c'est 5-0, c'est sans bavure, tu vois. Okay. Et du coup, tu dis, attends, il a déjà battu le délire. Donc tu dis, ça va être le nouveau Némésis, etc. Et en fait, ils finissent par faire un duel ensemble. Il écrase Soma, forcément. Et en fait, sa force à Soma, c'est de s'adapter par rapport à ses amis et tout, et de... Voilà. Bon, ok. Et sauf que, du coup, ils font juste un deuxième duel. Il le bat. Et le gars, il dit, très bien. Et voilà. Fini. Ah oui. Oh, la frustration. Ouais. En fait, il y avait un potentiel de ouf. Et en fait, juste, ils ont fait un tournoi. Il a battu tous ses larbins. Il l'affronte en finale et, lui, l'apprenti, il fait un truc de ouf. Et Soma, il fait un truc encore plus ouf. Foudoir est très fan de fan service à base de oh, je suis tout nu parce que j'ai mangé un plat. Alors, je me suis régalé au resto. Ouais. Je me suis jamais mis à poil. J'allais dire, vous faites ce que vous voulez. Non, vous faites pas ce que vous voulez. Je pense, ça le faites pas. Mais du coup, il s'avère que la famille la plus puissante de la gastronomie japonaise a un espèce de pouvoir quand ils kiffent de ouf, et c'est un vrai problème parce que justement ils ont le palais divin, donc le kiff de ouf ça arrive jamais. Quand ils kiffent de ouf, les gens autour d'eux finissent à poil. Et donc du coup, t'as la moitié du stade qui finit à poil quand l'apprenti fait, et quand Soma fait, alors t'as tout le stade qui est à poil, voire même toute la ville. Tu vois. Bon, on est dans l'excès, c'est une raclée, etc. Genre il y a une vraie victoire, mais t'es en mode putain, j'aurais aimé qu'il y ait un truc, voilà. Et en fait, il y avait des enjeux de ouf en plus. Le gars, il avait parié avec la doyenne de l'école qui est une pote à Soma, que s'il gagnait, ils devraient se marier ensemble. Soma, il avait pas parié, et Soma devait arrêter la cuisine. Soma, il avait parié vous vous cassez, mais j'aurais pu avoir un plot twist. Moi, je me casse, mais il y a un nouveau leader qui vient, genre, tu vois. Et en fait, juste, bien joué. Toujours dans l'excès, pour rien. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on crée une tension de ouf pour rien. Je vais prendre un exemple à la con, c'est comme si le film Superman contre Batman, là où je sais plus, il finissait par un... T'as gagné. C'est un peu ça en plus, non, vraiment, on va être franc. Je sais pas, je l'ai pas vu, ça me tente pas trop. Non, mais tu fais une métaphore culinaire, genre, tu vois le mec, ça fait 5 heures qu'il est en train de préparer un truc et tout, tu te dis tu vas te régaler, au final il te ramène des crêpes. À un moment donné, voilà. Alors, des fois, t'as un peu ça dans la série, mais en fait, la crêpe derrière, il y a une surprise dedans, il y a un double fond, il y a, tu vois. Ah non, là, je te parle. Là, c'est vraiment des crêpes, Ils te ramènent des crêpes paysans bretons, là, sous sachet, et puis c'est tout, tu vois. J'étais pas prêt pour les crêpes paysans bretons. Ils te ramènent juste ces crêpes là, et voilà, c'est le repas. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, rien. Je suis content. Désolé, j'étais sur TikTok.
C'est un peu ça. Ouais. Mais ouais, non, je comprends. Ouais, je comprends vraiment. Là, il y a un côté. La frustration. Et dis-toi que je suis encore vénère là quand j'en parle. Ouais, mais et pourtant, j'ai adoré la série et je l'ai fini il y a pas longtemps. J'ai eu la frustration du c'est fini. Et ce serait pas choquant que je la recommence prochainement. Je la kiffe, hein. Ouais. Mais cette fin. Ouais, j'irais pas dire que c'est la sur ta fin, du coup. Ouais, c'est ça. J'irais pas dire que c'est la saison de trop, mais s'il y a pas une saison supplémentaire, ben ça pourrait être la saison de trop. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ça. S'il rattrape derrière le mec qui revient et à la limite c'est lui qui devient le héros en mode j'y arriverai à le battre. À la limite je veux bien, je sais pas, mais un truc qui fait que parce que là vraiment juste ben c'est bien. Voilà. Bisous. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je comprends. Bah là, toi encore ça, t'es frustré pour un truc qui est bien, qui est cool. Ah ben oui. Moi, je mal exploité. C'est ça. Moi, je suis frustré pour un méchant tellement mal exploité dans un film claqué au sol. En plus. Oui. Parce que j'aime me rouler dans mon caca et du coup, je vais forcément parler d'un film Marvel. Tu permettras, je vous mettrai à disposition, tiens, sur nos Instagram, tu mettras sur le tien, je mettrai sur le mien, vous choisissez j'aime me rouler dans mon caca. Je mettrai juste ça. Vous, comme ça, si jamais un jour vous en avez besoin, vous avez Matt qui dit j'aime me rouler dans mon caca. Faites des gifs, des photomontages, tout ce que vous voulez, y a pas de problème. Mais vraiment, c'est un truc de fou. J'aime Marvel, voilà. Ouais, bon, après Endgame, je pense que je suis comme beaucoup de gens, je suis en mode arrêtez tout. Stop, on arrête les frais, c'est bon, on a compris, ça va nous gaver. À la limite, faites une espèce de reboot, un recommencement. C'est trop. 100 ans plus tard, j'en sais rien, mais. C'est trop. Après, à voir. Là, il y a Quantum Mania qui va sortir, enfin Ant-Man and the Wasp 3 qui va sortir, donc. Ouais. Avec Kang, qui est un méchant que j'adore. J'ai très peur déjà au niveau des designs. J'ai cru que j'allais me crever les yeux, mais c'est un autre problème. Tu divagues. Ouais. Mais du coup, fallait bien que je mette un méchant Marvel. Des méchants Marvel mal exploités, il y en a pas beaucoup parce que bah, les 3/4 des méchants sont clichés. Ouais. Mais après, ils restent dans des univers Marvel. Marvel, c'est cliché, c'est très codifié, c'est très encadré, c'est voilà. C'est comme ça et pas autrement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les films de super-héros. C'est ça. Et pour le coup, un méchant mal exploité dans un Marvel, c'était Gore dans Thor 4, la Thor Love and Thunder. C'est d'un gâchis. Gore est vraiment d'un gâchis monumental parce que déjà putain mais oui, Christian Bale. Tu sais que je l'ai vu une fois et en plus je l'ai un peu regardé en diagonale. Tu sais que pourtant même si je regarde en diagonale, rien que le fait que tu l'évoquais, j'ai mal au cœur. Au premier degré, je me suis senti mal. Parce que vraiment, t'es sérieux, bah pareil, encore une fois, et j'ai l'impression que je vais me répéter souvent, mais scène d'introduction de Thor Love and Thunder, j'étais vraiment en mode waouh, comment est-ce que ça peut partir en couille? Parce que je l'ai vu, mais après avoir lu beaucoup de critiques, j'étais en mode bon, je suis teubé, je vais quand même aller voir et me faire mon propre avis. Ce qui est plutôt legit, hein. Et Gore, vraiment, scène d'intro, le mec est sur une planète désertique, il prie son dieu de sauver sa fille qui est en train de se déshydrater et mourir dans ses bras, ce qui arrive. Donc on a un enfant qui meurt dans un Marvel, même si après à la fin il récupère sa fille, c'est complètement con. On a un enfant qui meurt dans un Marvel. Non mais désolé, ça m'énerve. Ah mais vas-y. Et vraiment, Gore, le mec, il est là, et là il voit un oasis en plein désert, c'est le dernier survivant de sa planète, c'est le dernier habitant de sa planète. Il arrive, il voit son dieu qui est posé comme un espèce de gros lard dans un trône en or avec de la bouffe à foison dans une, bah du coup oasis, donc grande forêt humide avec de l'eau, avec des meufs hyper bonnes, avec des serviteurs hyper trop gentils. Et le gars, le seul habitant qui lui reste, la seule personne qui techniquement du coup pourrait faire en sorte qu'elle survive, parce que on se souvient, les prières, c'est ce qui permet aux dieux de rester immortels. Il le regarde en mode ah, ta fille elle est morte, tu veux de l'eau, tu aimerais que je la ressuscite, allez va-t'en maintenant, tu vois. Et j'étais en mode mais what? Et du coup Gore en fait se fait en gros devient l'élu, on va dire, du dieu des symbiotes. Donc je pense que ça apparaîtra plus tard et c'est un signe aussi que Venom arrivera dans le MCU. Le dieu des symbiotes lui offre donc l'épée, j'ai plus le nom. Et c'est l'épée en fait qui permet de tuer les dieux. C'est la seule arme qui permet de tuer les dieux. Et du coup Gore devient le boucher des dieux en tuant le dieu qu'il a prié toute sa vie.
Et après se met à décimer les différents dieux, etc. Ouais. Et j'étais en mode, waouh, oui, ok, cool, comment est-ce que t'as pu foirer le truc? Et au final, bah ouais, après tout le contexte, bah t'as Thor qui est une parodie de lui-même, t'as pareil Jane Foster qui est une parodie d'elle-même, qui devient Mighty Thor, qui est au final claqué au sol alors que c'est censé être Mighty Thor qui reprend le relais, qui vient claquer au final. Et Gore, ouais, ça devient juste à la fin un kidnappeur d'enfants quand il tombe sur Thor, quoi. Et j'étais en mode, what? Sérieux? C'est pas possible. Vous pouvez pas nous pondre un mec comme ça avec une intro pareille et après faire 1h40 de daube. Et vraiment, j'ai eu un seum, mais intersidéral au cinéma. Ouais, c'était fou. Et pourtant, bah, le reste du film, voilà, est vraiment tout pété et tout. Mais Christian Bale, qui, avec on les connaît, ses prouesses de perte de poids, etc., le mec est redevenu rachitique à la limite de ce qu'il avait fait dans The Machinist. Vraiment, il était effrayant. Ouais. Il avait une tenue incroyable, il était vraiment effrayant. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai pu dire des, oh là là, il est tout naze, il est tout pété et tout. What? Non, il est super effrayant, vraiment, pour un méchant Marvel, il était vraiment effrayant. Et ils en font ça. Ouais. C'est comme si je maintiens mes métaphores culinaires, tu prépares la meilleure crème au chocolat du monde, je sais pas, tu prépares un gros soufflé et tout, et t'arrives au final, tu proposes une mousse fake du chocolat Eco Plus. T'es en mode, mais wesh, c'est pas possible. Et vraiment, j'étais gavé, j'étais en mode, putain, vous auriez pu refaire un truc. Tu remplaces le sucre par du sel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, là, c'était du cyanure, je pense qu'ils ont l'air. Toujours plus. On reste dans le chaudesse. Toujours plus. Mais non, vraiment, ouais, j'étais en mode, c'est dommage parce que j'aurais pu reprendre un peu espoir dans la suite dans les différentes phases. Je sais même plus à quelle phase on est, tellement je suis pas le truc. On aurait pu reprendre vraiment un bon truc avec Marvel, un bon filon en réinstaurant un grand méchant et tout. J'espère qu'avec Kang, et c'est la dernière chance que je vais donner, j'espère qu'avec Kang, ils vont pas faire les teubés. J'ai, en vrai, un des trucs que je trouve récurrent dans les films de super-héros, c'est que souvent le 1, c'est pas mal, le 2, c'est pas mal. Dès que tu commences à arriver au 3, au 4, souvent ça s'essouffle, ou il y a des trucs comme ça qui font que t'es en mode, pourquoi? Alors, bah, j'ai vraiment le sentiment de, il y a plus d'idées, ou on fait au plus simple parce que tout de même la franchise, elle marche. Il faut au plus simple. Mais Thor, pour le coup, le 3e épisode, c'est le meilleur. Oui. Parce que justement, on critiquait ce côté, genre, ouais, ça manque de fun, Thor et tout, il est trop sérieux pour le MCU, machin. Le 2 était complètement à chier, le 1 était passable mais hyper kitsch. Ouais, le 1 j'avais bien aimé, mais après, le 1 il date, j'étais au lycée, ouais, je crois. Donc je l'avais bien aimé, mais avec un regard d'ado. Ouais, voilà. Donc forcément, il y a plein de films que ado j'ai kiffé, et puis je les vois aujourd'hui, je fais, sérieux? Ouais, non, il était naze, et le deuxième était encore plus ennuyant. Éclaté aussi. Il était encore plus ennuyant, et vraiment, quand le 3 est arrivé, Taika Waititi, qui est un excellent réalisateur, hein, pour le coup. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que dans la comédie, voilà, si c'est se restreindre, il peut faire d'excellentes choses. Bah, preuve en est avec Thor Ragnarok, quoi. Il a pas hésité à péter, il a pas hésité à faire éclater, Asgard. Il a pas hésité à, il a pas hésité à fait des choix, à rendre très fort Hulk en mode de gros symbole. Et bah, pourquoi est-ce qu'il retournerait sur Terre alors que sur cette planète-là, il est méga acclamé comme un dieu. Vraiment des trucs qui étaient différents, quoi. Et après il fait ça. T'es en mode, non, mais justement, c'est pour ça que je dis, s'il apprend à se restreindre, il peut faire des bons trucs. Et là, il a foiré avec Thor 4, clairement. Et Gore, c'est un gâchis monumental. Allez, je t'en prie. Méchant là. Moi, j'ai hésité entre deux du même univers, du coup, mais j'ai quand même fait un choix. Voilà. J'ai hésité entre Grima, langue de serpent, et Gollum. Ok. Mais en fait, ce qui a distingué les deux, c'est qu'à un moment donné, les deux viennent à crever, au cours de la trilogie. Mais Gollum est quand même vachement plus lâche. Parce que il hésite pas à laisser les autres dans la merde, alors à les manipuler, à manipuler les deux hobbits entre eux, vraiment, et à faire en sorte de s'en débarrasser pour avoir la solution la plus simple. Lâche et manipulateur. C'est ça. Que Grima, il est lâche et manipulateur, mais bon, il se fait payer par Saruman, et quand même, quand Saruman lui pisse un peu trop à la gueule, il est en mode, ok, tu me saoules, papy, allez, viens, quitte à crever, bah, autant qu'on le fasse ensemble, je te poignarde, tu crèves, voilà. Et vraiment, Gollum, je trouve que c'est le méchant le plus lâche du cinéma, parce qu'il est
constamment en train d'essayer de séparer tout le monde, machin, et même quand il arrive à chasser, enfin, même quand Sméagol arrive à chasser Gollum, t'es en mode, ça va rechuter un moment. Ça va rechuter un moment. Donc, malgré lui, mais t'es en mode, oh, on a pitié pour lui et tout. Et en fait, moi, j'ai pas cette pitié quand Faramir, il le récupère et qu'il le tabasse et tout, quoi. J'ai vraiment aucune pitié parce que je suis en mode, c'était sûr que ça allait arriver. Bien sûr. Et les gars, il a tué son meilleur pote. Il a été capable de tuer, de tuer Frodon à plusieurs reprises. Il a manipulé Sam. Enfin, plein de choses comme ça, en fait. Et t'es en mode, non. Et tu ne peux pas avoir de pitié pour un mec comme ça qui est capable juste de, allez, maître, venez, je suis votre dernier ami. Et puis derrière, vous avez vu la grosse araignée là? Voilà, bah vous allez être son kebab. Bisous. Et puis moi je récupérerai l'anneau et je me barre. Et puis bah si ton peuple il crève, c'est pas grave. Alors que techniquement t'es un peu un hobbit, Sméagol à la base. Pas vraiment, mais à la base t'en es un peu. Hein. T'as des attraits très fort similaires. Et vraiment je suis en mode mais j'ai aucune pitié pour lui en fait parce que il y a aucun moment où il essaie de briller un peu. Clairement. Et bon après c'est l'anneau qui fait que aussi, mais il a aucun moment où il essaye de changer de voix, quoi. Et il a juste son truc, et basta. Du coup, moi, pour le mien, pour le lâche, tu vois, je pensais vraiment que t'allais prendre ce film. Parce que, à moins que je dise une bêtise, c'est quand même un film que t'affectionnes particulièrement. J'ai pensé à Commode dans Gladiator. Il est giga lâche. Il assassine son père en loose dé, un père qui est giga affaibli. Il se cache toujours derrière les autres. Il met 20 000 conditions pour qu'on puisse jamais l'atteindre. Et au moment où on peut l'atteindre, il poignarde le mec en face, etc. pour que le gars soit le plus affaibli du monde. Genre qu'en gros, il est juste arrivé justement à faire la fameuse, comme on vient d'évoquer, pichenette pour gagner. Et putain, là j'ai un trou. Et à la fin, les deux meurent, non? Les deux meurent, mais oui, effectivement, il perd son épée. Il a quand même caché un poignard dans sa manche. Au cas où. C'est ça. C'est un lâche, mais un lâche prévoyant. Mais c'est quand même, pour moi, c'est un lâche de ouf. Et ouais, à la Gollum, mais Gollum entre guillemets, tu peux dire qu'il est possédé, tu vois, comme tu disais, il y a Sméagol et tout. Je comprends le pas de pitié, je te rejoins relativement, mais en pratique, là, lui, c'est un lâche salopard et pombard. C'est juste du moi je. Et son excuse du mon père, il en a toujours Dieu que pour les autres, c'est vrai. Mais en même temps, frérot, t'as jamais rien fait pour qu'il ait des yeux pour toi, tu vois. C'est sûr. Après, c'est vrai que, Commode, clairement, c'est un gros lâche. Mais il y a un truc qui fait que, bon, après, peut-être que, voilà, Gollum s'y prête pas, et effectivement, en fait, certes, il est lâche, mais le mec n'hésite quand même pas, alors qu'il sait que son peuple le déteste. Oui. Il sait que ses hommes le détestent. Oui. Il sait que le Sénat le déteste. Et pour autant, le mec, il arrive, il fait, c'est moi l'empereur. Oui, je suis l'empereur. Et vous allez accepter ça. Oui. Et il n'hésite pas à se montrer en public, il n'hésite pas à se faire insulter, il n'hésite pas à se faire humilier au Sénat et tout. Il s'en branle de ça. Je dis, il est lâche dans le sens. Mais après, dans toutes ses décisions et dans tous ses objectifs, il reste hyper lâche. Il est lâche. Pour moi, il est lâche dans le sens où, en fait, il ne prend des trucs que quand il sait qu'il a pas de risque. Et quand il arrive, il dit, c'est moi l'empereur. Il sait aussi que, qu'on le veuille ou non, d'un point de vue statut, il est plus ou moins intouchable. Alors oui, l'empereur romain a montré par l'histoire plein de fois que il n'est pas si intouchable que ça. Oui. Parce que on a quand même eu une période où il changeait tous les 3 mois pour des assassinats. Mais c'est quand même l'une des rares situations dans l'histoire où le chef de l'État est la personne qu'on tue le plus. Mais mais voilà. Mais en pratique, il a des décisions fortes. Mais en fait, pour moi, il est lâche dans le sens où il met toutes les conditions pour qu'il prenne pas de risque. Et on pourrait voir ça comme prévoyant. Mais prévoyant, c'est pas poignarder ton adversaire, quoi. Ouais, non. après vraiment, ce qui fait, moi, je pense qu'il y a une scène vraiment où il est lâche, c'est quand il raconte l'histoire de l'empereur Claudius à son neveu. Attends, faut que tu me la remettes, celle-là. J'ai l'image où il raconte, mais je sais plus ce que c'est. En fait, il a gaulé que, du coup, sa sœur l'avait trahi en en faisant libérer Maximus. Parce qu'elle aime Maximus, ouais. Voilà. Et en fait, il lui raconte l'histoire de Claudius et des besogneuses petites abeilles. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en fait, du coup, ils se font, du coup, il fait comprendre, en fait, à sa sœur que, je sais que tu m'as trahi, je sais qui est, et t'as les arrestations, t'as les soldats qui vont chez Proximo, etc. Et vraiment, à ce moment-là, t'es en mode, ok, là, t'es à un niveau de lâcheté ultime, mon frère, au point où t'es en train de dire à ta propre sœur, devant
son enfant à elle, Ouais. que bah elle l'a trahi, toi tu vas mourir, mais comme t'es un gamin, tu le comprends pas encore, tu risques de claquer, et toi par contre tu refais un faux pas, toi et ton fils vous claquez. Ouais. Et t'es en mode, ok, donc tu manipules un enfant en lui faisant comprendre inconsciemment qu'il risque de mourir, mais c'est pas sa faute parce que c'est sa mère qui a fait la teubée, pour des bonnes raisons, hein, on s'entend. Ouais, bien sûr. Et ok, très bien, pas bien. Tu sais que quand j'ai choisi ce film, j'ai dit, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais évoquer le pourquoi. Il va me faire, mais attends, mais il y a ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je suis pour une fois que c'est moi qui le fais. Mais c'est pas du tout un reproche, au contraire, je trouve ça cool. Parce que, ça montre aussi que c'est un bon choix, du moins un bon choix. On se comprend que justement, on s'accorde sur le truc. C'est un excellent, c'est un très bon. Méchant bourrin, moi j'ai pas plus simple. Jason. Oui. Juste Jason. Oui. Bonjour, je suis un méchant de film d'horreur, en l'occurrence de slasher, et vous êtes jeune, vous venez tous les ans, j'ai une nouvelle vague de jeunes qui arrivent pour passer les vacances à Crystal Lake, vous me rappelez mes moniteurs qui m'ont laissé me noyer, bah je vais vous buter. Voilà, avec la voix de sa daronne dans la tête, et je crois que Jason, de tous les méchants de slasher, je crois que c'est lui qui en tue le plus. Ouais, il y a des choses. On est sur je sais même plus, mais il y avait un mec qui s'était amusé à compter tous les morts des différents héros entre guillemets de slasher. Ouais. Et Jason vraiment était élevé. Je crois que sur, on va prendre juste Freddy contre Jason. Un bon exemple. Freddy, je crois, il tue 3 ou 4 personnes littéralement. Ouais. Jason, il en tue quasi 20 ou 20. Je crois que c'était 23 dans tout le film. Je suis pas vraiment sûr de ce que je dis, mais une bonne vingtaine, tu vois. T'es en mode, ok, sur un film, il en tue une vingtaine. Ouais. Le mec a eu 11 films si on compte le remake, 11 ou 12 avec Freddy contre Jason. 12 films. Tu te doutes bien que si tu 20 personnes par film, on est sur un bon ratio d'au moins 240 personnes. Ouais, sur l'échelle du bois, on est pas mal. Bon, après, comme c'est pas lui qui tue dans le premier, qui tue tout le monde dans le premier parce que c'est sa mère le méchant. Lui, il apparaît que dans le deuxième. Oui, mais vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus bourrin que lui. Voilà, juste, il n'y a pas plus bourrin. Et le mec, il tue avec des crochets, avec des branches d'arbres, avec sa machette, du coup, il tue avec tout ce qu'il trouve. Même un reste de bougie qui a été allumé pendant des jours et des jours. Il reste ça de cire, il va te tuer avec. Vraiment, c'est bourrin et imaginatif à la fois. Alors, inventif, ouais, c'est ça. C'est ça, le bourrin inventif, mais que dans le meurtre. C'est juste ça. Et je trouve qu'il n'y a pas... Ça donne un génie dans son domaine. Je sais pas si c'est un génie dans son domaine, mais il est très efficace. En tout cas, il est très efficace dans ce qu'il fait. Moi, tu permettras, je vais prendre mon téléphone parce que je suis incapable de le retenir. Moi, j'ai pensé à Karl Rupert Kroner dans Hellboy. Donc, en l'occurrence... oui, du coup... Pour Hellboy, ceux qui l'ont vu, dans le premier, il y a grosso modo 3 méchants. Il y a les 2 qui ont fait apparaître Hellboy, etc. Et du coup, il ressuscite un général nazi. Je crois qu'il est général nazi. Je sais plus exactement ce que c'est son rôle. En fait, au début, t'as la meuf et du coup, je pense que tu parles de celui qui a son masque et qui parle jamais. Exactement. Et il ressuscite Rasputin, je crois. Je crois que c'est Rasputin le méchant. C'est Rasputin. Ben oui, non, mais Rasputin, non, c'est celui qui est... C'est celui qui a ressuscité au début du film avec le sang. Ouais, voilà. Et du coup, ils ont ressuscité le Karl machin. Voilà, c'est ça. Donc, Karl, en fait, pourquoi j'ai pensé à lui? Parce que, en fait, justement, il parle pas. Et quand même, qu'est-ce qu'il y a de plus bourrin que quelqu'un qui tue sans un mot? Jason. Ouais, voilà, non mais, effectivement, il tue sans un mot, il vient, il bute, il s'en va. Et en fait, j'ai aussi un peu pensé pour le sadique, mais c'est pas le premier qui m'est venu à l'esprit, mais parce que du coup, il est quand même, toi tu vois, tu disais inventif, lui il est quand même intelligent, il simule sa mort pour être mis dans un truc d'autopsie, pour être au milieu du truc là où il va pouvoir faire un massacre. Contrairement à Jason, c'est pas du sans pitié, je tue tout le monde, il y a quand même un plan derrière, mais objectivement, c'est un mec qui peut pas mourir, donc il s'en bat les couilles, il va au milieu de la mêlée, et vra. Toi, t'as tiré, tu m'as touché, oh là là, vra. Et en fait, ouais, pour moi, il est éminemment bourrin. Et ouais, j'ai un peu hésité avec lui, et j'avais pensé au Cavalier sans tête de Sleepy Hollow, qui est un peu la même démarche. Il est globalement, il kiffe tuer, on lui a donné l'occasion de recommencer, et à la fin, il tue même la personne qui lui a donné l'occasion de recommencer. Voilà. On ne peut pas faire plus simple. Mais du coup, j'avais pensé à lui parce que, en fait,
j'aime beaucoup les seconds couteaux, entre guillemets, parce que souvent, à l'image de Voldemort et Sauron, je trouve que le grand méchant, même s'il a un rôle hyper important, au final, de manière globale dans les films, il y a un happy end. Donc, ils sont bourrins, ils sont sauvages, ils sont obligés de se dépasser et tout. Mais ça n'a pas la même portée que justement le second couteau, qui, en fait, il a pris une branlée, il a pris une deuxième branlée, il a pris une troisième branlée, et il s'acharne, et il s'acharne, et il s'acharne, et il s'acharne. Et lui, sa fin, même si on s'attendait un petit peu à, ils vont le piéger d'une manière quelconque, il avait quand même un putain de super pouvoir, il peut pas mourir. C'est quand même un truc qui le rend éminemment sauvage et bourrin. Oui. Tu peux pas mourir, donc tu t'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux, et en l'occurrence, là, c'est découper des gens. Wesh! C'est un peu le délire de Jason aussi, effectivement, Oui. le côté immortel aussi, il ne peut pas mourir, enfin, il ne peut pas mourir. Il peut mourir techniquement, mais il ne meurt jamais, quoi. Oui, ça revient un peu au même. J'ai mis quoi? Ah oui! Méchant drôle. Le méchant drôle. Moi, j'ai mis Moriarty dans Sherlock. Alors, j'ai pas vu tous les Sherlock Holmes, donc j'en ai vu plusieurs, mais je vais surtout m'appuyer sur la série avec Benedict Cumberbatch, merci. Martin Freeman. Voilà, merci. Tu as une mémoire des noms que je n'ai pas puisque je suis hyper physionomiste, c'est très frustrant. Mais du coup, sur cette série, Moriarty finalement, il apparaît assez peu. Et quand je dis il est drôle, c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Fondamentalement, il n'est pas drôle, parce qu'il fait pas de l'humour qui te fait rire, mais en fait, il fait de l'humour qui le fait rire lui. En fait, il fait de l'humour très cynique. Tu sais, genre... Il rigole à ses propres blagues. Ouais, mais en fait, même pas, lui, il en rigole pas. Mais en gros, il fait de l'humour. Ce qu'on pourrait qualifier d'humour noir, sauf que la victime de cet humour noir, c'est toi. Genre, vraiment, c'est le... Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Là, t'as tout ton truc de genre, oh, je suis un gentil garçon qui est là, mais t'as ton petit chien qui est à deux doigts de mourir. Oh là là! Tu vois? Et en fait, c'est de l'humour, mais de l'humour sadique. En fait, je le trouve hyper drôle parce que le personnage, il se sait, comme on évoquait tout à l'heure, intouchable. Il se sait super puissant. Et en fait, il est drôle, entre guillemets, parce que il va littéralement se tuer tout seul. Vraiment, il va se suicider. Il met Sherlock dans une situation merdique, c'est-à-dire que il lui dit, si tu te suicides pas, tous tes amis, là, en gros, il y a des snipers face à eux, et tant qu'eux, ils tombent en ligne de vue, tant qu'ils t'ont pas vu chuter du toit, ils auront pas l'ordre d'arrêter, et si, tu l'as pas fait un moment, ils les descendent. Ok. Et donc, du coup, Sherlock, tu sais, il essaye un peu de manipuler, de retourner le truc, le gars, il fait, ah non, mais, il se tire dans la tête. Et donc, en gros, lui, il pourra jamais donner l'ordre qu'il le fasse pas. Et donc, tu dis, putain, le grand méchant, il se tue comme un con. Sauf qu'en fait, il a prévu des plans pour les X années à venir où il continue à tuer Sherlock, sauf que lui, il est plus là. Donc, le gars, il s'amuse, même mort. Le mec, je reviendrai pas, mais je vais quand même vous faire chier dans l'au-delà. Et en fait, c'est ça que je trouve drôle, c'est que le mec, il se tape des barres, tout seul. C'est le mec et son propre public. Et en fait, tu vois, contrairement au Joker, par exemple, qui peut être très drôle de manière un peu décalée, mais voilà, ouais. Par rapport à d'autres, Hades, l'un des premiers en drôle qui m'a mis à l'esprit, c'est Hades. Lui, en fait, il a vraiment un humour genre, tu rigoles pas avec lui. Tu sais qu'il rigole, et en fait, tu te sens mal à l'aise parce que tu te dis à sa place, je serais mort de rire. Sauf que toi, tu rigoles pas. Non. Et du coup, je trouve ça drôle, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est justement un personnage qui utilise l'humour, et en fait, pour une fois, je trouve que c'est l'humour qui ne dessert pas le méchant. Je dirais c'est cocasse. Ouais, mais c'est surtout, pour une fois, c'est l'humour qui dessert pas le méchant, parce que les méchants drôles, je trouve ça très casse-gueule, parce que ça peut desservir, ça cache son côté méchant, ça casse le côté genre, antipathique, c'est peut-être pas le bon mot, mais le côté genre, je te déteste. Tu peux limite avoir un peu d'affection pour lui. Là, c'est encore pire. Parce qu'il est pas drôle, mais il se croit drôle. Il se croit drôle, et ouais. Après, souvent, les méchants drôles, ça reste quand même sur des trucs assez familiales. Oui, bien sûr. Hades qui s'en prend, Hercule, mais Hercule, au départ, c'était un enfant. Oui. Tu prends le Capitaine Crochet, il s'en prend à des enfants. Oui, bien sûr. Donc, t'as toujours une situation qui fait que bien sûr. Là, pour le coup, vraiment, le mec, il se croit hyper drôle, du coup, il en est, tu peux dire, c'est un mec qui est ridicule, et en fait, non, il est détestable et intelligent de ouf. Oui. Et t'es en mode,
Ah ouais, ok. Et effectivement, voilà, et là t'as vraiment en mode l'humour bien cassé, en mode, voilà, l'humour, faut qu'il y ait quelqu'un qui en pâtisse et quelqu'un trouve ça drôle. Oui. Et là, pas forcément quelqu'un qui en pâtisse, enfin, quelqu'un pour le méchant. Quelqu'un pour le méchant. Voilà. Quelqu'un ou quelque chose en pâtit, et du coup, pour la personne qui fait la vanne, c'est marrant. Ouais. Et là, pour le coup, le mec rigole tout seul à ses propres blagues, alors que c'est pas drôle du tout. Bien sûr. T'es en mode, ok, je me sens comme gêné à un moment. Ouais, c'est ça. Mais pour une fois, c'est de la bonne gêne. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais que je suis sensible à la gêne, et pour une fois, c'est de la bonne gêne. Bah ouais, parce que c'est de la gêne qui est travaillée, et le mec, en fait, ça. c'est un mode, bah voilà. C'est ça. Mais ouais, ouais, ok. Faut vraiment que je me remette cette série. Ouais, moi, je l'ai beaucoup aimé, c'est... Ouais, apparemment, elle claque, et c'est vrai que j'ai pu voir que quelques épisodes comme ça, de gauche à droite, quand j'ai pu, mais faudrait que je la fasse vraiment. Je couperai ça au montage, mais, donc, comme je t'ai un peu spoilé, il meurt. Mais, au final, il meurt, il y a d'autres méchants quand même, il va y avoir d'autres histoires autour qui vont mettre le bordel. Tout tourne pas que autour de tout tourne autour de Sherlock, évidemment c'est sa série, mais il y a pas mal d'intrigues qui sont aussi à côté. Pour une fois, le personnage de Watson, il est hyper attachant. Ouais. Et le dernier méchant qui bat, qui est un méchant là du coup malgré lui, enfin pas malgré lui, mais bon si un peu quand même. Il a choisi d'être méchant, mais est-ce qu'à sa place j'aurais pas fait pareil? Je sais pas. Ouais. Et au final, bon, on est sur de la psychopathe. C'est là du coup. Mais on est sur de la psychopathe. Mais, putain, qu'est-ce qu'il est charismatique. Dans le charismatique, justement, je t'ai dit, j'ai eu plein de trucs où je fais non. Pour le charismatique, le dernier méchant de la série, du coup, la dernière méchante, wesh. Ok. Oh, wesh. Et elle éclipse Moriarty. Ah, elle te fait passer Moriarty pour un Playmobil. Ouais, bah, c'est très bien écrit. Encore une fois, c'est que c'est très bien écrit. Pardon, je t'ai... Non, pas de souci. Moi, du coup, en méchant de rôle, je t'ai dit, j'ai quand même pris un film francophone, en l'occurrence belge. Et, oui, c'est vrai, waouh. Tu vois, de ouf, je sais pas. Et en fait, bah, je t'ai déjà un peu spoilé le nom, puisque l'acteur, c'est Benoît Poelvoorde. Ouais, mais ça m'a pas... Et le méchant dont je parle, c'est Ben. Dans C'est arrivé près de chez vous. Oui, putain, mais oui, mais oui. Le mec est parfois poète, le mec lâche des blagues, le mec tue des mamies, et en fait, vraiment, il y a tellement tout le temps un décalage. Quand je dis Ben, j'ai pas fait tilt de suite. T'as l'impression vraiment que c'est, le gars, c'est, bah, venez dans ma vie, tu vois, genre, un jour une histoire, on va te raconter l'histoire de Patrick le boulanger, tu vois. Genre, il se lève, machin, il fait des trucs. C'est le festival des méthodes. Mais oui, mais il va te raconter sa life, il va te montrer ce qu'il fait et tout. Ouais. Et, sauf que là, en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est tuer des gens. Et t'es en mode, d'accord. Et puis le mec, il tue une grand-mère, machin et tout. Puis après, il va boire un coup, il te tape de la poésie comme ça, genre de la poésie de comptoir. Ouais, Et vraiment, je te jure, il y a tellement un décalage entre tout ce qu'il fait, même pendant qu'il le fait, tu vois. Genre, des fois, le mec, à un moment, il y a une scène où, faudrait que je le revoie pour être sûr, mais je crois qu'à un moment, il y a une scène où il traîne un cadavre, il s'arrête, il débat sur un sujet, et il reprend son truc. Ouais, non, mais, oh putain, mais attends. Genre, vraiment, c'est en mode, je m'en fous. Près de chez vous, il est pas tout jeune, ce film. D'accord. Pas du tout. Je suis à peu près sûr de l'avoir vu. J'ai les grandes lignes en tête, mais j'ai pas l'image. Mais j'ai ce souvenir de plein de moments où j'ai dû le voir jeune. J'ai plein de moments où j'ai fait, what? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, la seule phrase qui me vient à l'esprit quand tu me dis ce nom de film, c'est, what? Et du coup, là, quand tu me redonnes des exemples, je comprends mieux pourquoi j'ai ça en tête. Mais vraiment, le mec, il t'a vu une poésie sur le pigeon, enfin, oui, faut que je me le regarde. Pigeon. Je vais mater ça ce soir, moi. Oiseau à la grise robe. Un truc avec des meurtriers, je sais pas si c'est un bon plan, un dimanche soir. Mais... Ouais. mais vraiment, ouais, moi, c'est un méchant, mais il m'a fait plier de rire, quoi. Et tu vas rigoler et tout, puis scène d'après, il est en train de tuer quelqu'un, t'es en mode, t'as l'impression vraiment de te faire couper l'herbe sous les pieds chaque fois que tu commences à t'amuser, quoi. C'est ça, t'es en mode, non, tu n'as pas le droit de rire. Là, maintenant, tu peux. Bah, ouais, c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu parfois avec Moriarty. Voilà, mais c'est ça. Et moi, du coup, Ben, je trouve que c'était vraiment un bon exemple. Et je suis content d'avoir calé un film francophone. Bah, ouais, bien joué. Un film belge, voilà. Bisous à tous les Belges qui nous regardent pas. Et, bisous les Belges. Ouais. Au niveau de la bière. Moi, j'ai mis Sunny Shine dans Happy, la série. Alors,
Pour vous placer dans le contexte, la série Happy, c'est un flic corrompu, donc qui du coup n'est plus flic. Oui. Et du coup, ok, ça y est, je remets. Et qui du coup, le mec, c'est devenu plus ou moins ripou, il fait tueur à gage, c'est un alcoolique notoire, même les drogues ça gêne pas plus que ça, voilà, etc. On sait pas trop où il vit, voilà, c'est un fouteur de merde, vraiment qui traîne dans les bas-fonds. Quand je dis les bas-fonds, pas les bas-fonds genre en mode là où c'est pauvre, mais vraiment la partie criminalité quoi. Sauf que c'était un super flic à la base. Et en fait, il s'est passé deux choses qui fait qu'il a brillé. Son ex-femme l'a quitté. Okay. Et au niveau du taf, c'était un flic hyper intègre, étonnamment. Sauf que du coup, bah, il acceptait pas on va dire les vices de procédure liés à la justice. Genre, t'es un mec, on sait qui tabasse sa femme, on sait qui tabasse sa gamine, qui la viole, qui voilà. Et du coup, bah, il vient et le mec, il fait, bah, je suis avocat, gna gna gna. Et en fait, il arrive à tout le temps bien cadrer au niveau des lois pour que ça lui retombe jamais dessus. Bah, du coup, à un moment, il va taper, il fait, oui, bonjour, on vient pour ça et tout. Ouais, je vous ai dit de pas revenir et tout. Ah oui, mais moi, je viens quand je veux, et il lui éclate la gueule, tu vois. Okay. Voilà. Donc, à la base, c'est un mec qui est hyper droit dans ses bottes, même si, du coup, bah, vice de procédure. Mais, bah, à un moment, il n'aime pas l'injustice et tout. Sauf que sa femme qui l'a quitté, au niveau du taf, bah, il se fait goumer, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et, en fait, lui, il est persuadé que sa femme l'a quitté parce qu'il soulevait sa coéquipière. Ok. Sauf que bah, t'apprends dans le lot que elle l'a quitté parce que à un moment à Noël elle lui évoque le fait d'avoir un enfant et que lui il dit c'est un monde de merde et tout par rapport à ce qu'il voit tous les jours au taf. Putain, quel connard voudrait mettre un enfant dans ce monde-là? Sauf que elle est déjà enceinte et là elle veut le garder. Ah. Et donc elle le quitte pour ça. Okay. Et donc du coup en fait il est dans une de ces énièmes situations de merde où il doit buter des gens et en l'occurrence il bute des gamins, du moins des gamins des gars de 20 ans. Les neveux, nièces, enfants du grand baron de la drogue et de la criminalité dans la ville. Et du coup, là, il se prend une balle ou je sais pas quoi, bref, il fait un malaise. Il prend une balle, ouais, il me semble. Et bref, il croit que c'est une hallucination et t'as une petite licorne, mi-âne, mi-licorne qui débarque, qui s'appelle Happy, d'où le nom de la série, et qui lui dit, ouais, il faut que tu ailles sauver, je crois que c'est Amy, le nom de la petite. Non, Ellie. Et du coup, il est en mode ouais j'hallucine. Sauf que ce fameux truc lui trotte autour et tout, il dit mais j'ai pas d'enfant, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Et en fait, il finit par comprendre que si, il a un gosse. Et il fait tout pour essayer de gruger et ne pas aller sauver cette gamine parce qu'il en a rien à battre, il est égoïste à mort. Sauf que à un moment, il va devoir se retrouver à aller la sauver. Pourquoi je te raconte tout ça? C'est que cette gamine, pourquoi elle a disparu? C'est le grand méchant qui l'a enlevée pendant un de ses concerts. Le grand méchant, ça peut paraître totalement con, c'est un chanteur pour gamins. C'est genre Henri Dess, si tu veux. Ok. Sauf que Henri Dess, t'es pas un grand méchant, me fais pas dire ce que je vais dire. Ali Cordy du mal. Ouais, c'est ça. Bourrodé, si tu veux. Un matin, un lapin a kidnappé un gosse. Et du coup, il a kidnappé. Et en fait, du coup, il va le revendre à des gens encore plus puissants, etc., etc. Bref, il fait du trafic d'enfants, il fait du trafic de drogue, etc. Dans le 2, je crois que c'est à la fin du 1. Ça, parce que la mère de la gamine cherche aussi la gamine. Hein. Elle va demander de l'aide à la meuf avec qui son ex-mari l'a trompée. La meuf va l'aider, mais parce que pour elle, il y a une couille et les autorités prennent pas ça en compte. Mais c'est je t'aime pas moi non plus, mais faisons quand même équipe, etc. Et en fait, le méchant, il est peu présent. Mais en fait, pourquoi je le qualifie comme puissant? Parce qu'en fait, il fait tout ce qu'il y a de plus détestable. Il fait des partous qu'avec des gens drogués qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il kidnappe des enfants pour les revendre au plus offrant, etc. Et comment il s'est retrouvé le grand présentateur star d'une émission pour enfants, etc. C'est parce qu'en fait, tous les gens qui y a autour de lui, ils se démerdent pour leur faire confier leurs secrets, qui filment et gardent les trucs sur VHS, donc à l'ancienne, parce qu'il y a déjà les DVD et tout. On n'est pas dans une autre époque, mais truc qui est beaucoup plus difficilement piratable, etc., etc., où les gens, s'ils tombent là-dessus, ils diront pas, il y a tous les secrets de l'humanité là-dessus. Et en fait, il est hyper puissant parce qu'il peut faire chanter toute la planète. Oh, et ce qui lui permet d'être une énorme saloperie sur tous les plans de la criminalité et de pouvoir quand même aller devant des parents et des enfants faire « Salut les enfants, je vous aime tous !» C'est terrible. Voilà. Et en fait, je le trouve ignoble de puissance parce que concrètement, c'est un gars assez squelettique, pas spécialement musclé. Genre, vraiment, le coup de la pichenette, on y revient.
tu le tues, littéralement. Ouais. Sauf qu'en fait, il est intouchable par le fait qu'il contrôle tout le monde. Il tient littéralement tout le monde par les couilles parce que il y a des scandales sexuels, il y a des, voilà. Celui dont il a pris la place, en tant que présentateur phare, c'est parce que, le gars, il est en train de, à un moment bourré, etc., dans un truc d'acting, il le pense qu'à moitié, et puis après, tu apprends qu'en fait, il le pense réellement, en fait, il a fait des saluts nazis. Sauf que, un présentateur pour enfants qui fait des saluts nazis, c'est pas ouf. Donc, du coup, il est à la VHS, et donc, le mec, ça fait 30 ans qu'il pourrait faire tomber le gars parce qu'il est il a fait 10 fois pire que lui. Sauf que par peur de ça, il dit rien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Wow. Le mec, il est arrivé, il a fait son casting, il passe un extrait de son casting. Frère, c'est la gêne totale. Et tu vois d'autres gars qui sont passés, ils sont incroyablement talentueux. Donc quand c'est lui qui est pris, personne ne comprend. Ben ouais, il a des dossiers sur le grand patron de la chaîne. Oh la vache. Ah ouais, oh, c'est terrible. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Effectivement. Oh, c'est terrible. Ah. La série, elle te met très mal à l'aise. Il y a beaucoup de moments qui sont horribles, beaucoup de moments où il y a aucun personnage qui est fondamentalement gentil. À la limite, il y a la gamine, et encore, elle est gentille, mais elle est un peu teubée, genre, tu vois bien que ton père, c'est un sac à merde. Oui. Et la mère de famille qui, elle est pas méchante, mais ouais, la meuf qui trompait, dont ton mari l'a couché avec quand vous étiez ensemble, elle dit pour rien. Je veux dire, c'est ton mari qui a accepté. Je veux dire, voilà, c'est pas cool, hein, mais voilà. Et donc du coup, concrètement, elle exige de tout le monde. Donc du coup, elle est gentille fondamentalement, mais t'es quand même en mode, ouais, à sa place, je serais pareil, je ferais tout pour sauver mon gamin. Mais tu la sens quand même en mode, mon jeu, tu vois. Et en fait, j'adore cette série parce qu'il y a personne qui est vraiment gentil. Par contre, les méchants sont stratosphériques. Ok. Genre le coup du puissant. Faut que je, ouais, faut. Elle est cool. Ça fait un moment qu'elle est sur ma liste de séries. Par contre, voilà, faut s'accrocher. tu peux faire tu peux perdre foi en l'humanité, clairement. Oui, mais ça c'est déjà fait. Ouais, non, moi, Ton puissant. Mon puissant pour moi, il réunit, du coup, la cupidité, le sadisme, le charisme, la lâcheté. Tu m'intrigues. Aussi. Et, je suis pas passé par 4 chemins. C'est le seul qui m'est venu à l'esprit, du coup, je suis plutôt content. Parce qu'on aurait pu dire, ouais, Thanos, machin. Non. Puissant pour moi, c'est Kaiser Soze. Oh putain, le nom me parle, redis-moi le film. Usual Suspects. Merci, putain. Et je trouve vraiment qu'il réunit tout. Oui, Cupid, parce que déjà, il se lance dans un vol. Sadique, parce que le mec n'hésite pas à tuer les uns après les autres tous ses propres coéquipiers qui l'ont aidé et tout, alors qu'ils l'ont traité comme de la merde. Je suis désolé, je vais spoiler comme un bâtard le film, si vous l'avez pas vu, déjà, allez regarder. Je pense que je mettrai un warning au début de l'épisode. Ouais. Mais vraiment, dans Usual Suspect, Kaiser Soze, il réunit tout. Il réunit vraiment tout. Et en fait, la touche de charisme arrive quand tu comprends qui c'est. Oui. Vraiment, quand tu comprends qui c'est. Et le mec, il a vraiment tout pour lui. Cela dit, même avant, déjà, il a une prestance, tu le sens. Ouais, tu le sens, mais pas, tu sais pas encore. Ouais. Le Kaiser Soze, quand tu le vois, il est toujours dans l'ombre. Oui. Donc oui, il y a de la prestance. Oui. Quand tu comprends qui c'est, t'es en mode, ah ouais. Ouais, non, j'entends ce que tu veux dire. Quel immonde mais bâtard. Avant, il est pas transparent. C'est ça, quel immonde bâtard. Et le mec, en fait, n'en est pas, tu comprends qu'il n'en est pas à son premier coup. Ah non. Tu comprends qu'en fait, il a berné les meilleurs inspecteurs de la police. Ouais. Le mec, il a berné ses propres coéquipiers. Il a eu tout ce qu'il voulait. Comme ça. Et il s'est barré tranquille. Ouais. Et vraiment, t'es en mode, ok, GG frérot. Ouais. GG. Et après, et du coup, j'avais hésité aussi avec John Doe dans Seven. Et pour le coup, c'est le même acteur, Kevin Spacey. Voilà. Tu sais que les deux, j'ai fait les mettre dans ma liste aussi, hein. Mais, ouais, voilà, et Kevin Spacey, c'est vrai qu'il a apporté un truc vraiment incroyable. Il a été tellement talentueux sur ces deux rôles, j'ai eu beaucoup de mal à me départager, mais c'est vrai que Kaiser Soze, en fait, il a cette présence, en fait, sur tout le film que n'a pas John Doe. John Doe, tu vois les meurtres, tu vois ce qu'il fait, mais rien de plus jusqu'à ce qu'il arrive. T'as pas de visage, t'as pas de, voilà, tout ça. Ouais. Et après, tu commences à comprendre qu'on sait que, ah merde, en fait, c'était le photographe, on est allé chez lui et tout, je l'ai bousculé dans l'escalier, fait chier. Voilà. Mais c'est vrai que Kaiser Soze, à chaque fois que tu vois, il est dans l'ombre et tout, il y a des plans ralentis, il y a des explosions, il y a un meurtre, il y a toujours un excellent jeu de lumière, toujours une excellente technique qui crée vraiment une atmosphère. En fait, au final, c'est lui qui crée l'atmosphère alors qu'elle est censée se construire autour de lui.
Et quand t'apprends qui c'est, à la fin, t'es en mode... Pardon. Gentilifie ça, ça. Mais un petit bip. Ouais. Mais vraiment, Kaiser Soze, pour moi, c'est le méchant le plus puissant du cinéma, parce qu'il réunit absolument tout ce qu'il faut pour être un excellent méchant. En fait, j'ai hésité à mettre les deux. Seven un peu moins, mais celui-là, j'ai hésité, sauf que le problème, c'est ce que tu as évoqué là. Il cochait beaucoup trop de cases. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais en mode, en fait, il coche tellement de cases que le mettre dans une seule, ce serait dommage. Et pour le puissant, vraiment, Sunshine est arrivé en mode, baffe dans ta tête, et voilà. Mais clairement, celui-là, quand j'ai fait ma liste, il était omniprésent en mode, tu sais, comme une ombre à côté, en mode, frérot, n'oublie pas, il est là, il existe. Comme une ombre, c'est ça, il est là, il existe. Parce qu'au final, même dans le film. Ouais, c'est comme dans le film, en fait. On prononce, en fait, Kaiser Soze, c'est ça. À la base, c'est juste l'organisateur du casse, quoi, enfin, du vol. T'es en mode, ouais, d'accord. Bon. Mais il est par-ci, par-là, tu le vois de temps en temps. Ouais. Tu vois, vraiment, mais quand il parcimonie, quoi. Voilà, voilà, merci. De manière parcimonique, il est vraiment là, comme ça et tout, mais vraiment après, quand tout est dévoilé, là, il explose, et en fait, tu vois l'ampleur du truc, quoi. Ouais. Et t'es en mode, chaud. Et vraiment, pour moi, en fait, quand j'ai mis puissant, vraiment, j'étais en mode, il faut qu'il coche toutes les cases qu'il y avait avant, sauf le mal exploité, le naze et potentiellement le drôle. Et même comme ça, il est drôle malgré lui. Ouais. Parce qu'il est tellement minable quand il te raconte le truc, quand tu le vois à côté des autres, il est en mode, Et en fait, toute l'enquête tourne vachement autour des autres, mais Kaiser Soze, il finit par être, ils sont en mode, mais attends, mais du coup, Kaiser Soze, en fait, c'est lui qui a organisé ça, machin. Mais qui est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça? Et tu prononces jamais le nom de Kaiser Soze directement en mode, il est responsable de tout ça, alors qu'en fait, il est responsable de tout ça. Bien sûr. Et pour moi, vraiment, c'est une dinguerie, ce méchant. C'est vraiment une dinguerie. Je suis en train de passer au truc, parce que ça fait qu'un moment qu'on tourne, vous, évidemment, je vais un condensé sur YouTube, mais en vrai, ce genre de format, une fois qu'on aura la fibre, parce qu'on l'attend toujours, mais une fois qu'on aura la fibre, je pense que sur Twitch, c'est le genre de truc qu'on pourra faire sur Twitch en mode comme ça, et puis en live, les gens pourront interagir aussi, et ça sera cool. Ouais, donc n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Twitch, je vous la remets dans la description. Bon, je l'ai galéré, je la refais. N'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Twitch. Voilà. Elle est dans la description. Voilà. Merci pour ton aide, j'ai galéré. De rien, ça me fait plaisir, je suis auxiliaire de vie orthographique. Je te laisse introduire alors, moi, pour le charismatique, je pensais à plusieurs trucs. Et en fait, de manière globale, je trouve que les personnages méchants féminins sont plus charismatiques parce que, déjà, plus rares. C'est souvent des hommes, les méchants. Ouais. Et souvent, en fait, beaucoup plus profonds. Et en fait, voilà, lié à leur profondeur, je trouve que souvent, il y a un côté plus, justement, charismatique, genre, leur manière de contrôler ou de gérer leur truc est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus, voilà. Et en fait, j'avoue que j'ai pas mis un seul méchant féminin. Je pense que je ferais une Evilis, mais qu'avec des méchants féminins. Ouais, ça vaudrait peut-être le coup. Après, il faut arriver à en trouver dans chaque catégorie et tout, parce que comme on disait, c'est quand même plus rare. Et c'est pas une volonté de notre part, loin de là. Et du coup, j'ai pensé à Karaba dans Kirikou. Ok. Karaba dans Kirikou, littéralement, les hommes, ils finissent par savoir que s'ils vont là-bas, ils vont se faire goumer, ils vont devenir ces objets. Alors, je connais toute l'écriture qu'il y a derrière, la métaphore de l'aiguille dans le dos, etc. Il y a énormément de choses qui justifient la situation de Karaba, la sorcière. Et elle est pas fondamentalement méchante. En fait, elle veut juste qu'on lui foute la paix et elle veut faire payer aux gens ce qu'elle a vécu pour son mal-être, en fait. Donc, elle est méchante aussi dans l'absolu, mais ça se justifie. Une fois encore, là, on en revient aux méchants qu'on comprend. Ça fait partie de ceux que j'avais hésité, mais justement, je voulais la mettre dans charismatique plus que dans ceux que je comprends. Mais du coup, je glisse quand même, je comprends pourquoi elle est méchante. Okay. Mais en fait, elle est giga charismatique. Tout le monde sait pourquoi elle est comme ça. Ils ont certes pas le choix que de lui rendre révérence par rapport au fait qu'elle vient chercher l'or, qu'elle vient chercher tout ça, mais qu'elle coupe l'eau aussi. Mais en pratique, mais ils vont quand même tous vers elle, notamment les hommes. Alors, j'entends bien, il y a un côté un peu magique, il y a un côté un peu tout ça, mais en fait, c'est plus profond que ça. Littéralement, elle les attire, voilà. Et alors, elle est présentée comme une très jolie femme. Clairement, à la fin du film, quand elle arrive, alors selon les critères occidentaux, selon plein de choses,
Mais quand elle redevient gentille, entre guillemets, qu'elle débarque avec Kirikou qui est vieillie, il y a quand même plein de choses qui sont un peu étranges dans cette situation, elle tue l'écran par rapport aux autres femmes du village, tu vois. Je t'avoue que j'ai vu une seule fois Kirikou et la sorcière. Et elle tue l'écran par rapport aux autres femmes du village. Donc oui, il y a le fait qu'elle est attirante, mais il y a pas que ça. Elle a un truc, il y a sa voix, il y a tout. En fait, quand elle est posée au milieu de sa pièce où tout est noir, etc., ben en fait, tu peux remettre derrière un ciel étoilé, ce que tu veux, elle pète toujours autant la classe. Ouais. Et ce charisme, tout ça, si tout le monde l'a suivi, si tout le monde a, c'est pas que de la magie. Ouais. J'ai même envie de dire, c'est pas de la magie. Ouais, la magie, elle est limite superflue par rapport au pourquoi. Okay. Et autant le film, je l'ai vu, j'étais gamin, donc voilà, et je l'ai revu un peu plus tard, mais où je m'attardais sur des détails techniques et tout, je l'ai étudié en cours en fait, donc j'ai pas suivi l'histoire telle quelle, mais en fait pour moi, le personnage c'est Kirikou et la sorcière, mais en fait du moins le personnage, le nom du film pardon, mais le personnage du film, vraiment le truc qui ressort c'est Karaba, le truc, le personnage. Oui. L'élément qui ressort. L'élément qui ressort le plus, ouais, c'est vrai. Mais ça fait longtemps que j'ai vu qu'une seule fois. Elle tue l'écran, clairement. Ok, ouais, non, c'est vrai que faudrait que je le revoie pour bien comprendre. Après, aussi bien, il y a des, parce qu'il y a plein de subtilités que j'ai vues par rapport au personnage, aussi bien il y a des trucs dans l'histoire ou dans des propos ou qui sont tenus, parce que c'est quand même une autre époque, je sais plus qui c'est qui a réalisé ça, etc. Aussi bien il y a des trucs qui sont peut-être un peu border, je sais pas, j'appréhende un peu en le regardant avec mon regard d'adulte d'être en mode, mais à la fois par rapport aux souvenirs que j'en ai, donc peut-être qu'il est biaisé, hein, peut-être que si je le regardais aujourd'hui j'aurais plus ce sentiment là, mais en charismatique c'est le premier qui m'est venu et voilà, et j'ai un souvenir d'un film un peu osef, mais genre Karaba qui... Ok, peut-être, ouais, mais je sais pas, moi faudrait que je le revoie, mais c'est pas le genre de film vers lequel je me tourne d'habitude, mais oui, je l'ai vu quand j'étais petit, effectivement. Si t'as vu. Moi j'ai vu quand j'étais petit, je t'avoue que j'ai aucun souvenir de Kirikou et la sorcière. Vraiment, j'ai aucun résidu de souvenir palpable, quoi. Ouais. J'ai rien, mais ok. Ouais, ça me rappelle beaucoup Maléfique pour le coup, mais là pour le coup l'histoire elle est littéralement osée, les héros sont nuls à chier. Oui. Mais Maléfique c'est en mode c'est encore. Alors. Et elle aussi tu la comprends sur pourquoi elle fait ça. Bien sûr. Il y a peut-être le fait que effectivement moi plus tard etc je me suis quand même intéressé, j'ai lu pas mal d'articles sur le pourquoi Karaba elle est méchante entre guillemets, ou en tout cas pourquoi elle agit comme ça. Il y a clairement une métaphore sur le viol, hein, on va être honnête. Hein. Peut-être, je saurais pas. Et l'épine dans le dos, la détestation des hommes, voilà, quand on lui retire l'épine, etc. Voilà, c'est un morceau qui est pas d'elle mais qui est coincé en elle, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, je paraphrase parce que les articles étaient écrits par des gens qui sont spécialisés dans l'année cinématographique plus que moi et dans la sociologie, qui fait que c'était beaucoup mieux expliqué. Mais la métaphore est assez évidente, donc il y a peut-être ce côté-là qui fait que, mais effectivement, Maléfique était mon deuxième choix pour le personnage méchant charismatique, et effectivement, c'était ce qui me posait problème, c'est que c'est un excellent personnage, mais on s'en branle du reste. Le contour est naze. Ouais, c'est ça. Le contour est complètement c'est ça. Naze. Et ouais, ok. Mais c'est que tu mets un fruit AOP sur un gâteau Eco Plus, quoi. On a toujours le gâteau Eco Plus. Mais désolé, Eco Plus, vous avez été un vrai partenaire pendant mes études, mais à un moment donné, on arrive vite avec l'écran. Ouais. Mais ouais, ok, d'accord. Bah, bon choix pour le coup, j'essaie de regarder Kirikou. Ce qui est bien, c'est quand on fait ces trucs-là, tous les deux, on complète notre liste de films à voir, qui est déjà bien longue. Et déjà gigantesque, ouais. Oui, puis ça, en plus, avec les épisodes, moi, je fais des séries, genre là, je viens de manquer les 75 épisodes pour mon prochain épisode. Ouais. 20 minutes chacun. Voilà. Non, moi du coup, pour le charismatique, pareil, il a bien fallu faire un choix et j'ai pas réussi à me départager entre deux méchants parce qu'ils ont, c'était sûr. Ils ont en fait, il y en a un, c'est dans l'interprétation A à Z et l'acteur qui joue ce méchant est juste un acteur incroyable. Et l'autre, c'est vraiment l'environnement qui le sert énormément. Et tout le travail technique pour l'époque qui est assez incroyable. Je crois que Donc, le premier méchant auquel je pensais, c'était Bill le Boucher dans Gangs of New York.
joué par Daniel Day-Lewis, un horrible nationaliste détestable, raciste, qui a horreur des Irlandais. Anecdote marrante, Daniel Day-Lewis est irlandais. Donc bon. Mais vraiment, en fait, moi, Bill le Boucher, ce qui fait que c'est un méchant qui est charismatique, c'est que le gars, il est raciste au possible, il est horrible et tout, mais quand il a envie d'être généreux, voilà, il l'est avec ses proches, il y a pas de problème. Il est capable de prendre des gens sous son aile sans souci, et tu vas pas faire tant de trucs hardcore que ça. C'est juste vraiment un mec qui est ultra, voilà, qui essaie quand même de manier les armes politiques comme il le peut à son avantage. Ouais, bien sûr. Et géopolitique, c'est ça. Et en fait, ce qui le rend charismatique, c'est qu'il est à la fois hyper horrible, et à la fois, en fait, il a un côté empathique où la seule personne qu'il a vraiment aimé comme son égal, c'est son plus grand adversaire. Oui. Et c'est le prêtre Vallon, du coup, qui joue par Liam Neeson au début du film. Et vraiment, il y a tout ce côté en mode les gens, je déteste tout le monde. Mais Vallon, il avait beau être irlandais, ça avait beau être mon adversaire, on avait beau se foutre sur la gueule et j'ai beau l'avoir tué, bah c'était le dernier homme d'honneur qui restait en fait. Et vraiment, t'es en mode, ok. Et ce petit truc là, t'es en mode, ah ouais, déjà qu'il en impose comme ça, mais en plus, tu comprends pourquoi en fait il attire les gens vers lui. Et vraiment, après l'interprétation de Daniel Day-Lewis est incroyable. Cet acteur est incroyable de toute façon. Et vraiment, c'est un méchant que j'ai jamais, il a jamais perdu en saveur. J'ai eu beau revoir et tout. Et il y a des choses que j'aime maintenant beaucoup plus dans Gangs of New York, d'autres que j'aime moins. Mais vraiment à côté. Et pourtant, t'as un casting de malade, hein. T'as quand même DiCaprio qui joue Amsterdam, le héros. T'as, comment ça s'appelle, Brendan Gleeson qui joue, du coup, le gros irlandais bourrin. Enfin, t'as vraiment un excellent casting autour dans tout ce film. Ouais, et réalisé par Scorsese, voilà. Et vraiment. Accessoirement. Oui, c'est vrai que Scorsese n'est qu'un accessoire. Non, mais ouais, c'est ça. C'était ironique. C'est ça. Mais vraiment, Bill le Boucher, c'est un méchant qui pour moi, qui est vraiment incroyable et qui en jette, quoi. Et t'as envie, même si tu sais que c'est un ignoble facho, étonnamment, sur certains aspects, t'as envie de lui faire un câlin, tu vois, en mode, ouais, ok, frère, ça va aller, tu vois. Oui. Et l'autre méchant, du coup, juste avant. Vas-y, excuse-moi, pardon. Juste avant, excuse-moi, le fait que tu évoquais ça dans ce truc-là, ça me permet de faire un super teaser. Mon prochain épisode parlera exactement de ce que tu as dit là. Grandir dans l'adversité. Voilà. Je vous fais un petit teaser. Il sort fin février. Je t'en prie. Je fais mon sourcil pour appuyer son teaser. Et non, le deuxième, du coup, c'est, en vrai, je vais introduire le méchant comme ça. En gros, le mec, c'est un ignoble bâtard, il trompe tout le monde, il se fait passer pour un homme d'église, juste pour voler et après se barrer. Sauf qu'il va se faire avoir pendant un vol où il va tuer une personne par deux enfants et il va poursuivre. En fait, tout le film, il va essayer de choper des gamins pour les tuer. C'est le révérend Powell dans La Nuit du Chasseur. De Robert Mitchum, avec Robert Mitchum qui joue le révérend Powell. Je l'ai pas vu, il est dans ma fameuse liste des films à voir. Voilà, donc le fameux Love and Hate sur ses points, enfin. Oui. Putain, si, j'ai dû le voir en ciné-club, mais c'était il y a 12 ans, wesh. Moi, je l'ai découvert en DVD parce qu'il était dans... Ah, oui, j'ai des extraits. Ouais, j'ai découvert moi en DVD parce qu'il était, avec un autre film que je vais voir, 12 hommes en colère, et du coup, en fait, j'ai beaucoup plus kiffé La Nuit du Chasseur, même si 12 hommes en colère reste un film incroyablement culte. Vraiment. Tu dis c'est un méchant classique, oui, poursuivre les enfants juste pour les buter et tout. Et en fait, à chaque scène où les enfants arrivent à s'échapper et tout, il réapparaît d'une autre manière. Et franchement, ce qui a fait que c'est un méchant qui est charismatique de malade, c'est que t'as une scène où les enfants dorment dans une grange. Ouais. Et en fait, t'as juste un plan. Donc c'est un vieux film, t'as juste un plan où vraiment t'as une pleine lune. Tu l'entends siffler. Okay. Et après, tu l'entends chanter la musique qui chante tout le temps. Et du coup, ça fait chante, tu vois. Et il est toujours avec son âne. Et en fait, tu vois, pendant 2 minutes, les gamins terrifiés, parce que au loin, avec la pleine lune, tu vois juste le révérend Powell qui marche sur son âne, juste en ombre, tu vois, les coups de fil en noir et blanc, juste vraiment tout noir, et il marche comme ça tout du long, il chante sa musique. Et ça s'arrête là. Et les enfants sont effrayés là, pouf, et après, le film continue. Et vraiment, cette scène-là, j'étais en mode,
de ce que je te disais, en fait, tu places une atmosphère et tout, et au final, Oui. bah, c'est le méchant qui fait l'atmosphère. Oui. Et cette scène-là, je trouve que c'est une masterclass. Vraiment, c'est une masterclass cinématographique. Je la trouve incroyable. En fait, j'ai des images du film et je me demande si je l'ai pas étudié en ciné club ou je l'ai vu à un moment. C'est fort probable. Mais en fait, parce que le Love and Hate, c'est sûr, je l'ai. Le nom me parlait, tu vois, genre. Mais à la fois, tu vois ce que tu me racontes et tout. Je pense que la trame principale, c'est un prêtre qui pourchasse des enfants. Si je l'avais vu, je l'aurais retenu, tu vois. Je veux dire. Le truc, c'est qu'il se fait passer pour un homme d'église, mais il n'en est pas un. Enfin, tu m'as compris. Ouais. Et ça, par contre, ça me dit rien. Donc, je pense que j'ai vu étudier des scènes. Mais là, tu m'intrigues. J'avoue que j'aime beaucoup les films à ambiance, à atmosphère, tu vois. Et du coup, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, tu vois, Happy, il y a pas que de l'atmosphère, mais t'as quand même cette atmosphère, pas macabre, mais ouais, ce que je disais de bas-fond tout à l'heure, genre, mélange de drogue, d'alcool, de bagarre, de violence, de sexe, de tout. Et en fait, t'as quand même une ambiance genre, tout est malsain. Et au final, tu mets une pointe de trucs pas malsains au milieu, ça fait tâche et t'es en mode, et là, du coup, au final, il chante et tout, il y a rien. Et pourtant, l'ambiance, de la manière dont tu l'écris, elle a l'air de te faire flipper. Je suis curieux, ne serait-ce que tu as évoqué la masterclass, ne serait-ce que pour voir, parce qu'il faut se placer aussi dans le contexte de c'est notre époque, comment, avec des moyens quand même nettement moins poussés que nous aujourd'hui, ils ont réussi à faire un truc qui est aussi oppressant. Aussi oppressant. Bah, justement, c'est ça, en fait. Et je trouve que vraiment, ça, parfois, c'en est pas un, et parfois, vraiment, ça a des allures de film d'épouvante. Et je te jure, vraiment, à chaque fois qu'il apparaît, t'as quand il apparaît, quand tu vois qu'il se comporte à peu près normalement, quand il met son masque pour faire voir que c'est un gentil gars, t'as des plans tout à fait classiques. Mais par contre, quand il se veut menaçant, beaucoup de contre-plongées, beaucoup d'effets, des grosses lumières où son ombre s'étend sur des mètres et des mètres, où vraiment, tu vois, enfin, quand je te disais, genre, ce plan-là, le mec passe quand même devant la pleine lune qui est assez conséquente, hein, vraiment une pleine lune assez exagérée, comme on l'aime au cinéma, tu vois. Et je te jure que quand il passe devant, pourtant la lune n'est pas normale, mais genre il passe devant et tu te rends compte qu'en fait lui est encore moins normal que ça, tu vois. Ouf, d'accord. Et vraiment, je te jure, et juste il passe comme ça. Et effectivement, et sa musique en plus c'est une espèce de petite comptine, tu vois. On est vraiment sur l'effet de super calque à l'ancienne. Et t'es vraiment en mode, wow, en fait tu te retrouves dans la position des gamins où t'es terrifié, quoi. Et pourtant le mec ne hurle enfin, je crois qu'il hurle même pas du film. Vraiment, quand il débarque, c'est encore pire, en fait. Le calme les enfants. Ouais. Le calme est souvent plus flippant que le pas calme, justement. C'est ça. Pas du tout français, mais. Vous voulez faire un bon méchant, rendez-le encore plus gentil. Cas d'école, Hans Landa. Et du coup, le révérend Powell. Et vraiment, le révérend Powell, je suis c'est un ignoble bâtard, et il est effrayant as fuck. Et pour ça, c'est pas censé être un film d'épouvante de base. Et je trouve qu'en fait, il en coche vachement de cases. Et pour moi, il est incroyable. Et du coup, t'as l'atmosphère qui se fait autour de lui, mais, en fait, non, c'est lui qui fait l'atmosphère. Et je trouve que c'est assez complémentaire. Stylé. On conclut là-dessus? Oui, on va conclure là-dessus, c'est très bien. Les enfants, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire aussi vos propositions en commentaire. Qu'est-ce que vous auriez mis dans chaque catégorie? Donc, on résume. Le cupide, cupide, le sadique, le méchant malgré lui ou pas assez compris, le méchant naze, le méchant drôle, le méchant mal exploité, le méchant lâche, le méchant bourrin, le méchant charismatique et le méchant puissant. N'hésitez pas donc à nous proposer en commentaire ce que vous auriez mis. N'hésitez pas aussi à expliquer pourquoi, c'est toujours hyper intéressant et ça peut nous permettre de découvrir des films ou d'avoir des avis, votre avis du coup. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, ça fait plaisir. De manière globale, on a un assez bon ratio, mais n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo à vos copains. Regardez-la dans votre voiture, du moins regardez-la, mettez-la vous sur le Bluetooth pour l'écouter en voiture. Mettez-la vous sur votre télé pendant que vous cuisinez, que vous faites le ménage, que vous faites l'amour. Bon, c'est hyper bizarre. Vous faites le ménage, qu'on fait la cuisine. Bref, régalez-vous. On vous fait plein de bisous. On se retrouve dans 15 jours pour la vidéo de Matouné qui sera, on sait pas encore sur quoi. on se retrouve fin février pour mon épisode où j'en chie déjà à l'écrire, donc il me reste peu de temps. Je m'y mets. J'y vais là. D'ailleurs, je me casse. Et puis des bisous.
Ciao, bye bye.